Alors bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. C'est un plaisir partagé. Alors en même temps, en rédigeant un rapport sur ce thème du droit au sport, au loisir, à la culture, je prenais le risque de me faire inviter au Franca. Mais ça va, comme risque, j'en ai connu des pires et des plus inquiétants. Celui-ci est plutôt un plaisir et un intérêt. Alors, euh, le, ce rapport, il est annuel. Nous avons la liberté, en tant qu'autorité administrative indépendante constitutionnelle, à bien entendu choisir ce thème. Et ce thème, nous le choisissons en fonction à la fois d'un certain nombre de paramètres, de l'évolution des droits de l'enfant, des atteintes aux droits des enfants que nous observons sur le territoire national, et puis des enjeux aussi d'actualité. Donc l'année dernière, nous l'avions fait sur le thème du droit à la vie privée. On voulait aussi continuer d'aller sur ces droits qui montrent et qui poussent notre société à penser l'enfant comme un sujet de droit et pas un objet de droit. Et donc, c'était l'occasion de dire que nous ne découvrions pas notre vie privée à 18 ans. L'année d'avant, nous l'avions fait sur le droit au bien-être, la santé mentale des enfants. Nous sortions d'une période, enfin nous étions encore, hein, puisque je crois qu'on va l'être encore un peu dans les conséquences en tout cas, de cette situation de Covid. Et d'ailleurs, il y a un lien aussi cette année avec le droit au sport, au loisir, à la culture, puisque l'actualité qui nous a fait choisir ce thème, elle vient bien entendu pour attirer l'attention au-delà de l'effervescence de la communication de l'État sur les Jeux olympiques, eh bien que les Jeux olympiques, c'est parfois aussi le risque de discrimination, d'exploitation autour des villages, autour de toute forme d'exploitation, parfois même de traite des êtres humains. Toutes les discriminations au handicap, à la pauvreté, qui font que les questions de genre, enfin toutes les inégalités garçons-filles dans l'accès au sport, au loisir, à la culture, enfin tout cela que nous souhaitions mettre en, en exergue. Et puis aussi, c'était l'occasion pour moi à travers les 100 personnes que j'ai auditionnées en 4 mois, dont vous et dont les Francas, alors, eh bien, l'occasion de voir mais comment nos enfants, après la période de crise sanitaire, avaient retrouvé le chemin, ou pas, ou sous quelle forme, du sport, des loisirs et de la culture, puisqu'il ne vous a pas échappé que lorsque en 2020, on a connu les pics d'hospitalisation pour crise sanitaire pour Covid. Eh bien, en 2022, alors que heureusement, enfin, les chiffres baissaient, et heureusement, eh bien, euh, les chiffres d'hospitalisation des enfants, eux, augmentaient. Et je pense à la pédiatrie, en pédopsychiatrie, parce qu'on pensait que les enfants rebondissaient comme des chats et qu'on pouvait les prendre, les déplacer, leur faire enlever le masque dans les cours, ne pas les prévenir que du jour au lendemain, ils n'auraient plus le droit de jouer dans les cours ou de porter le masque. Et que on pensait que les enfants allaient être bien tranquilles chez eux parce qu'ils adorent ça devant les écrans. Alors que l'éloignement, la fermeture des écoles, l'éloignement au sport, au loisir, à la culture, eh bien, a eu des effets en matière d'estime de soi assez, et de confiance en soi assez fortes. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous continuons, et les services de pédiatrie et de pédopsychiatrie qui ne désengorgent pas, eh bien, continuent je dirais, d'accueillir en hospitalisation ou en ambulatoire des jeunes qui souffrent de difficultés sociales, de difficultés d'intégration dans cette société, de mal-être, que, que la crise sanitaire est venue exacerber, sans doute certains mal-être qui existaient avant, mais là qui se sont généralisés. Donc c'était pour tout cela que nous souhaitions faire ce rapport. Alors ce rapport, il est remis au président de la République tous les ans, au ministre, à la première ministre, aux parlementaires, aux présidents des départements, aux grandes administrations et bien entendu aux associations et à tous nos partenaires qui, de près ou de loin, contribuent à ce rapport. Donc je vous le disais, une centaine d'auditions, ce que moi j'appelle des experts. Alors, ce que j'appelle des experts, ça peut bien entendu être des professeurs de droit, des professeurs des universitaires, des professeurs de psychiatrie, des professeurs dans toutes les disciplines de l'enfance. Mais ce que moi j'appelle sans aucune hiérarchie et que je mets au même niveau, l'expertise, c'est-à-dire l'expertise de terrain, c'est-à-dire toutes ces professionnels, ces personnes professionnelles, parfois bénévoles, qui sont
je dirais, experts d'un vécu, qui sont dans l'empathie, dans l'altérité, dans la maïeutique, dans l'éducatif et la pédagogie, et qui sont les premiers concernés puisqu'ils passent du temps, voire vivent avec les enfants ou partagent du temps avec les enfants. Donc c'est important de recevoir tous ces professionnels et de les entendre, enfin recevoir leurs représentants, parce que je ne peux pas en recevoir tous. Tous ceux que je n'arrive pas à voir, eh bien, je propose aussi des contributions. Donc nous avons des contributions écrites. Et puis, bien entendu, la jurisprudence du défenseur des droits, puisqu'à travers toutes les atteintes aux droits que nous recevons, pour rappel, hein, les deux grosses champs, il y en a plusieurs, mais les deux gros champs majoritaires des atteintes aux droits de l'enfant que le défenseur des droits traite. Alors, vous savez que la Constitution dit que le défenseur des droits est là pour veiller au respect de nos droits et de nos libertés par les institutions. C'est-à-dire que dans un État démocratique, l'État a considéré qu'il fallait une autorité administrative indépendante pour voir comment ses propres services fonctionnaient, ou en tout cas tous les services qui étaient publics ou privés ou associatifs avec des missions de service public. Alors, d'abord, la première chose qu'on a souhaité dire est que la France, en accueillant les JO de 2024, alors, et peut-être vous rappelez-vous de la convocation par la ministre des Sports de la Fédération d'athlétisme après l'échec assez cuisant de nos athlètes. Je ne juge pas hein, la part d'aléatoire dans le sport, mais en tout cas, ce qui voulait dire que eh bien, notre nation n'était pas assez sportive et qu'il fallait bâtir une nation sportive. Ce à quoi le défenseur des enfants que je suis, et qui n'est pas un grand sportif, en tous les cas, qui a été un sportif amateur, eh bien, quand même, il fait partie d'un certain nombre de personnes dans notre société, de professionnels, qui considèrent que pour avoir une nation sportive, il faut d'abord donner le goût à nos enfants de faire du sport, et que sans plaisir, il n'y aura pas, bien entendu, d'accès au sport, et puis après, tout ce qui empêche matériellement ou psychologiquement ou socialement d'aller faire du sport. Et il en va de soi, je dirais, si on veut, aussi, et en ce moment on entend beaucoup parler du fait de remaniement gouvernemental, mais sur l'importance de la culture dans l'éducation, dans la citoyenneté. Alors, la première chose qu'on a voulu dire, c'est que, de mettre en valeur, c'est que le droit au loisir, le droit au sport, ce n'est pas un droit qui va de soi dans notre société. Alors, penser ensemble loisirs et enfants, ça, je dirais que les gens y arrivent à peu près. Mais loisirs et droits, ça paraît moins évident, parce qu'on considère implicitement que les loisirs seraient un sujet trop anecdotique pour que le droit s'en occupe. Alors, ce droit, comme vous le savez, il est inscrit depuis longtemps, consacré par nos textes les plus fondamentaux dans la Constitution, dans l'article 11 du préambule de la Constitution de 1946, et bien entendu dans la Convention internationale des droits de l'enfant, dans son article 31. Mais il ne suffit pas de le consacrer juridiquement pour lui donner une existence intriquée sur le terrain, parce qu'il n'est pas, effectivement, il a une considération pas toujours qu'il mériterait. Il est considéré comme accessoire, voire superflu parmi d'autres droits, alors que, vous le savez, il est indispensable à la construction, des enfants. Alors, j'en viens après vous avoir dit, vous avoir parlé des auditions que j'ai menées et puis de la jurisprudence du défenseur des droits dans manière d'instruction, et bien que ce rapport il a été aussi construit grâce à vous par une consultation qui a réuni près de 4000 enfants cette année, partout en France métropolitaine et en Outre-mer. C'était 1600 l'année dernière sur le droit à la vie privée, c'était 600 l'année d'avant sur le droit au bien-être, la santé mentale, puisqu'au fond, nous souhaitions, mais qui était une des recommandations du Comité des droits de l'enfant dans le 5e examen en 2015-2016 par l'ONU, mais qu'il faut aussi consulter les enfants pour organiser les politiques publiques. Donc ces 3800 enfants, eh bien, grâce à 80 associations, alors ce que j'appelle des associations, ce sont différentes structures
réglementaires, hein, ou juridiques, mais ce sont des fédérations, des associations, parfois des services publics, des établissements ou des services. Cette année, c'est 1400 élèves. Alors, ils peuvent tous être élèves, mais c'est par l'entrée, c'est 1400 élèves de CM2 dans 50 écoles, 60 classes de Mulhouse, Colmar, euh, j'ai oublié l'autre ville de l'Est, Strasbourg. J'ai oublié la plus grosse. C'est pour savoir si vous m'écoutiez, donc je vous m'écoute. Et 1400 élèves qui, pendant toute leur année de CM2, avec leurs instituteurs, ont travaillé sur la question du thème du droit au loisir, au sport et à la culture. Et c'est l'occasion pour moi de dire que nous ne donnons aucune consigne, c'est vraiment dans l'esprit de l'article 13 de la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est-à-dire que la liberté d'expression par tout support que les enfants souhaitent manifester ou produire. Alors, ce sont des centaines d'enfants, et je crois pas faire d'erreur en disant que pour les Francas, c'est près de 600 enfants qui, à travers la France, ont participé. Donc, ce que moi, j'appelle l'éducation populaire, au sens éducation populaire, hein, donc au sens noble du terme, et notamment, et bien entendu, les Francas. Ce sont des enfants qui ont participé au sein de conseils municipaux d'enfants, accompagnés par la NACEJ pour certains. Donc là, on a à peu près 2000 conseils municipaux d'enfants et on a encore un peu du mal à atteindre certains, mais on a quelques dizaines d'enfants qui ont participé. Puis après, bien entendu, nous allons aussi voir les enfants qui sont impactés, touchés ou qui vivent des vulnérabilités. Donc on va aussi faire participer, consulter et entretenir de forts partenariats avec le champ de la prévention spécialisée, donc que vous côtoyez, hein, sur vos territoires, bien entendu, puisqu'ils sont immergés comme vous dans les territoires, dans les quartiers. C'est aussi le champ de la protection de l'enfance, alors là, du milieu ouvert jusqu'aux enfants confiés en établissement, famille d'accueil ou autre. Ce sont les enfants en situation de handicap. Ce sont des enfants alors pour la première fois, des mineurs incarcérés. Donc on est allé dans 6 établissements, donc 3 établissements pour mineurs, hein, ce qu'on appelle des EPM, et 3 quartiers pour mineurs. Donc là, ce sont des quartiers mineurs dans des prisons où il y a des adultes, mais des quartiers mineurs. Et c'était très intéressant parce que eh bien, ces jeunes étaient totalement surpris qu'on s'intéresse à eux sur ce sujet-là, puisque ils disaient, mais puisque on a commis des délits ou plus graves, eh bien, nous n'avons aucun droit. Et donc, ce qui était important pour nous, c'était de leur rappeler que ils ont, bien entendu, ils sont dans des lieux privatifs de liberté et c'est justifié par les actes qu'ils ont commis, mais pour autant, ils ont d'autres droits, droit à l'éducation et à la santé notamment, et que surtout, ce sont des mineurs, enfin c'est valable pour tout le monde, mais principalement ou indispensable pour les mineurs, c'est-à-dire que s'il y a un intérêt à incarcérer les mineurs, c'est sans doute aussi pour faire tout pour prévenir la récidive et empêcher cette récidive. Et donc, ça passe aussi par l'éducation au sport, au loisir, à la culture, à l'éducation, etc. Donc voilà ce panel. Alors, c'est un panel donc on a reçu des supports extraordinaires, puisque chaque participant, chaque association, et même au sein d'associations, chaque groupe, chaque entité a la liberté de produire ou pas, parce que pour nous, il ne s'agit pas tant que les enfants produisent. Ce qui est important, ce qui est d'abord important, c'est la consultation, hein, c'est-à-dire faire participer les enfants, c'est-à-dire qu'au fond, à travers cette consultation, et jusqu'au bout, hein, c'est-à-dire jusqu'au 15 novembre où l'année dernière, nous avons fait cette grande manifestation aux défenseurs des droits qui vient clore avec des représentants des associations participantes et puis une centaine d'enfants qui ont participé, eh bien de montrer leur support et puis de les faire échanger, leur faire poser des questions avec des décideurs, donc à des députés. Donc il y avait Perrine Goulet, qui est députée de la Nièvre et qui est présidente de la délégation, de la nouvelle délégation aux droits de l'enfant à l'Assemblée, mais il y avait aussi Charlotte Cobel, la ministre, secrétaire d'État à l'enfance. Donc c'est vraiment important que les enfants bien voient aussi l'enjeu et le parcours de cela. Au fond, pour résumer, je dirais que nous montrons
au gouvernement un exemple modeste, mais un exemple réel de ce qu'est une participation des enfants aux politiques publiques. Puisque dans ce rapport, il y a des recommandations. Alors, quand je suis arrivé, j'ai proposé tout de suite à Claire Hédon, la défenseure du roi, ce qu'elle a bien entendu validé d'emblée, c'est que, d'une part, il y ait une consultation d'enfants systématique à chaque rapport annuel, ce qui est nouveau depuis 2020. Depuis 2021. Alors, ça avait été bien entendu expérimenté en 2019 lors des 30 ans de la Convention par ma prédécesseur Geneviève Avenard. Et puis après, il y a eu la crise Covid qui a sans doute empêché la continuité. Mais ce qui est important, c'est effectivement qu'aujourd'hui, les enfants participent et qu'en plus de participer, leurs propos sont dans le même rapport, c'est-à-dire au même titre que la parole des experts, d'un ministre, d'un député qu'on aurait auditionné. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, les enfants sont d'abord partis, et ça va me permettre d'introduire le fond, euh, 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 au fond, à travers la Convention internationale des droits de l'enfant, et ce que je reparlerai tout à l'heure dans les actualités, mais ces nécessaires changements de paradigme que notre société a du mal à faire, et qui est notamment la prise en compte de la parole de l'enfant. On le voit bien, hein. Je vais prendre un exemple parlant en matière de violence faite aux enfants, et ce qu'a très bien redit Édouard Durand dans le cadre du gros rapport qu'il a rendu il y a quelques semaines de la Civis, hein, de la commission de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants, et bien de dire que les enfants ont parlé, mais qu'on ne les a pas entendus. C'est quelque chose d'assez important à rappeler, et que, bien entendu, je dis toujours avec un certain humour, mais au-delà de l'humour, c'est que c'est intéressant d'ailleurs comment nos enfants, on sait bien que je dis que si on devait attendre que le bébé sache parler pour lui parler, eh bien, il parlerait jamais. C'est bien parce qu'on parle au bébé qu'il apprend à parler. Et quand les enfants grandissent, eh bien, on est souvent, alors une distinction à faire, je dirais, à la maternelle, où on s'adresse encore aux enfants avant de parler aux élèves. Mais après, très vite, c'est l'élève qu'on voit, et on a du mal à voir l'enfant, on ne veut surtout pas voir l'enfant. D'ailleurs, l'exemple type, me semble-t-il, bien entendu, il y a des difficultés de moyens et de formation et d'autres, mais l'exemple type, c'est les enfants en situation de handicap à qui qu'on ne fait pas accéder au statut d'élève. Et d'ailleurs, ce qui est insupportable, c'est de voir ces enfants avec des troubles, justement. Et là, c'est toujours à quelqu'un d'autre de s'en occuper quand les enfants ont des troubles, même si, encore une fois, il y a besoin d'accompagner l'école dans ces problématiques-là. Donc, c'est cette prise en compte de la parole de l'enfant et de faire accéder. Et il n'y a pas de pétard, enfin, je vais le dire comme ça, c'est par l'éducation populaire. D'ailleurs, c'est très intéressant, hein. Prendre en compte la parole des enfants, c'est-à-dire écouter les enfants, prendre la parole des enfants, la liberté. Je le dis parce que moi, je le vois très bien quand je vais sur le terrain, et puis je l'ai vu dans ma carrière précédente, mais en tant que défenseur des enfants, si je vais dans une école maternelle, la classe est bien entendu dans des proportions et avec un mobilier différent, mais les enfants vont être quasiment systématiquement installés en U comme ici. Ça veut dire que quand les enfants prennent la parole, ils sont sur des petits bancs, sur un petit banc comme ça, l'instit est lui-même sur un petit banc en face, et quand les enfants prennent la parole, ils la prennent devant tout le monde. On parlait de pédagogie Freinet tout à l'heure, et les enfants vont avoir, voilà, et là, ils peuvent raconter, alors ça prend du temps, certains sont plus à l'aise que d'autres pour des raisons déjà, il y a déjà parfois des destins qui ont commencé en fonction de contextes familial, socioculturel, géographique très forts. Mais les enfants vont développer un certain nombre de compétences. Et puis, quand ils vont arriver en école primaire, même si, là encore, on entend beaucoup parler de développement de compétences psychosociales, mais là encore, s'il suffirait de relire Freinet ou de Crowley, on verrait que les compétences psychosociales, on ne devrait pas sembler les découvrir aujourd'hui, mais que les enfants sont mis les uns derrière les autres, et les enfants, là, oublient, en tout cas les plus vulnérables ou ceux qui ont le moins confiance en eux, et c'est normal, quand on voit pour nous, les adultes, le courage ou l'expérience, la répétition que ça a nécessité pour qu'on prenne la parole en public. Donc on imagine pour des enfants, et donc de se retrouver, enfin,
imaginons-nous les uns derrière les autres, comme ça, dans une classe, et prendre la parole comme ça. Ben, c'est pas, parfois, on peut oublier ce qu'on avait. Les enfants peuvent oublier ce qu'ils avaient envie de dire, parce qu'ils vont avoir peur, ils vont avoir honte, ils rougissent, ils retrouvent des tics, etc. Et donc, ces enfants-là, eh bien, après, on leur dit, mais pourquoi tu n'as pas parlé avant quand tu as été victime de harcèlement? Ben, parce que quand tout allait bien, personne ne m'a demandé comment ça allait, mais personne ne m'a demandé mon avis. Donc, c'est vraiment ce changement de paradigme de la prise en compte de la parole des enfants. Je le dis parce que c'est un enjeu, hein, que je dis souvent, mais les enfants ne sont pas des citoyens, ils n'ont pas le droit de vote, hein, et pour autant, ils deviennent détenteurs de l'ensemble des droits de l'homme dès leur naissance. Et on le voit bien que ce sont les êtres humains qui sont les premières victimes, en tous les cas, des plus fortes violences. euh, les enfants, les femmes, les personnes âgées. Donc c'est un sentiment que dans notre société, pour à peu près être tranquille, il faut être un homme entre 30 et 40, hein, parce qu'après, on peut avoir le sentiment on est plus dans la course. Donc c'est assez. Donc on voit bien aussi comment le combat pour les enfants est un combat aussi pour notre humanité. Donc ça c'est fondamental pour nous. Alors vous le savez. Alors les enfants, parce que les enfants vont au bout de leurs explorations à travers le jeu, hein. Le jeu démarre dès les premiers instants de la vie. On apprend à travers le jeu, ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on prend plaisir. Enfin, c'est d'abord parce qu'on prend plaisir. Je veux dire, euh, quand l'enfant, quand le bébé ne dort pas, il passe toute son énergie à rechercher la relation. Toute. Et qu'est-ce qu'on fait? On lui répond par le jeu, en permanence, pour le faire manger, pour le laver, pour jouer forcément. Et c'est par le jeu que l'enfant apprend. Et c'est ça qu'on oublie aussi dans les apprentissages, c'est par le jeu qu'on apprend. En plus, il n'y a rien de mieux pour se socialiser, hein. On peut faire, comme ça a été annoncé, et sans doute plus d'instruction civique, mais je prenais aussi en exemple, quand j'ai entendu, merci, le syndicat des profs de sport. Enfin, quand on regarde un prof de sport, quand il peut avoir dans une cour d'école un espace pour jouer avec les jeunes, eh bien, effectivement, on s'aperçoit que quand on joue, c'est bon pour les apprentissages, c'est bon pour la régulation des émotions, puisqu'au fond, on respecte son tour, on apprend à perdre, à gagner. C'est parfois difficile de perdre, mais on apprend. Donc le jeu est vraiment, enfin, comme disait Dolto, quoi, le jeu, c'est le travail des enfants, quoi. Et ça, c'est fondamental. Alors, vous vous imaginez bien que les premières recommandations que nous, on a par rapport à ça, c'est pour les tout petits, c'est tous les enjeux qu'on a pu entendre autour du service public de la petite enfance. Et ce que notre société, en deuxième changement de paradigme, que notre société n'arrive pas à faire, contrairement à plein d'autres pays, c'est que nous pensons encore. Alors, on est dans une société éminemment patriarcale qui en garde encore les traces, mais on est dans une société qui pense principalement et majoritairement la petite enfance d'abord comme un mode de garde. D'abord comme un mode de garde. On ne pense pas l'école comme un mode de garde. Et on pense, c'est un peu vrai pour l'éducation populaire, même si ça change, mais la toute petite enfance, on la pense pour un mode de garde. Alors que dans plein de pays, l'enfant, c'est pensé comme un mode d'éveil. Et là, ça change tout. Parce que là, vous pouvez dire, mais grâce à l'éveil, on va reporter les premières expositions aux écrans. Et on le voit bien, les annonces qui ont été faites à nouveau là sur les écrans, on sait. Donc, ça veut dire que lorsque toutes les expérimentations qu'on peut avoir, alors on cite souvent la Scandinavie, mais pas que, d'autres expérimentations qui peuvent avoir lieu aussi au Portugal notamment, les tout petits qui sont dans la nature, c'est-à-dire des crèches un peu ouvertes, des enfants à qui on apprend à dormir dehors, des enfants qui jouent en permanence dehors. Qu'est-ce que ça produit? Ça produit des enfants qui ont une meilleure santé dans une société quand même très individualiste. On voit bien là, on oublie qu'au mois de janvier, il y a de la neige, c'est incroyable quand même, hein. Alors même si on n'en a pas vu beaucoup, c'est quand même heureusement qu'il y a un peu de saison. On les déplore quand il n'y en a plus, puis quand il y en a, ça nous embête. Mais donc on a des enfants qui sont beaucoup plus résistants sur le plan de la santé. On a des enfants qui sont beaucoup plus habitués à une prise de risque, qui jouent. Alors par contre, c'est les enfants qui sont beaucoup plus emmerdants, parce qu'ils sont beaucoup plus curieux et ils posent des questions. Et donc, cette question, donc on voyait bien que le paradigme en Suède, par exemple, l'école, elle commence à 7 ans. Et les enfants suédois ne sont pas plus en retard parce que
c'est-à-dire que la question de l'enfant et de l'élève n'est pas séparée comme nous, n'est pas séparée. Ça veut dire qu'au fond, paradoxe de la France, c'est qu'elle a des pédagogues incroyables, mais qu'on a formé nos enseignants comme s'ils ne s'adressaient pas à des enfants, mais à des élèves. Et, voilà. Et ça, ça veut dire que, et ça reste encore, et on le voit bien avec tous les enjeux aujourd'hui sur un certain nombre d'écoles qu'on cite à Paris, que je ne vais pas vous citer là, c'est-à-dire que la moitié de l'école elle clive énormément, hein, la moitié de nos concitoyens, peut-être pas la moitié maintenant, mais considèrent que pour être bon en français, en maths, en sport, dans toutes les disciplines, il faut faire plus de français, plus de maths, plus de sport, et l'autre moitié est plutôt sur le modèle éducatif et enquête PISA, c'est-à-dire qu'il faut créer les conditions pour rendre nos enfants disponibles à l'apprentissage du français, des mathématiques, de la physique, du sport, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment un changement de paradigme. Et si on comprend ça, on peut modestement commencer à réfléchir sur quels ados on va avoir, quels adultes on va avoir. À chaque fois qu'on découvre des ados qui vont très mal, on replonge dans leur enfance et on voit bien les carences des dispositifs ou les carences de tous qui peuvent être bien entendu familiales. Donc ça veut dire développer des espaces dédiés aux tout petits dans des lieux culturels, sportifs et loisirs, intégrer dans la formation des professionnels de la petite enfance l'éveil artistique et culturel. Donc on met le paquet à juste titre aujourd'hui sur la protection, sur il faut former les auxiliaires de puériculture, il faut former les éducs de jeunes enfants, etc., etc. Mais il faut former, qui est-ce qui forme les gens à vivre ensemble? C'est les animateurs et les éducs, hein. Dans les autres métiers, c'est pas voilà. Le lien social, c'est celui qui fait avec, c'est celui qui vit avec et qui a comme discipline, alors il a des outils. L'animateur peut être un sportif, peut être un musicien, mais il a d'abord comme premier outil la relation. Et ça, c'est fondamental. Et bien entendu, déployer, alors je ne sais pas si vous avez les connaissez, mais déployer les maisons des 1000 premiers jours. Moi, je pense que toutes les crèches aujourd'hui devraient être des maisons des 1000 premiers jours. C'est-à-dire des lieux, où l'éveil est important, où la question du repérage d'un certain nombre de difficultés peut être présente. Et surtout, une question ouverte sur la parentalité. Et bien entendu, les 1000 premiers jours permettent aussi l'apport de professionnels. Alors, la deuxième chose que je veux vous dire et qui est éminemment important et que vous côtoyez, et j'y reviendrai tout à l'heure parce que tous les curseurs sont au rouge sur ces aspects-là, c'est nous avons fait des recommandations et les enfants ont fait des recommandations, bien entendu. C'est sans doute quantitativement, les 3800 enfants qui ont participé à la consultation, c'est sur ces recommandations-là qu'ils en ont fait le plus, c'est sur la question comment limiter les effets de la pauvreté et de la précarité dans l'accès au sport, au loisir, à la culture. On a des résistances incroyables. Alors qu'il y a des résistances qui peuvent être familiales, culturelles et qui se transportent parfois par génération. Moi, j'ai encore entendu des jeunes et c'est pas dans des endroits forcément ruraux. D'ailleurs, on peut comparer parfois des comportements ou des appréhensions des représentations du monde rural qu'on peut avoir aussi en banlieue des grandes villes, hein. C'est-à-dire, pour aller au musée, il faut être bien habillé, quoi. On est encore sur des choses comme ça. Donc des jeunes ont proposé bien entendu la gratuité des transports, la réduction des coûts d'activité, le coût des inscriptions, les tenues de sport. Beaucoup d'enfants ne vont pas aller en sport s'ils n'ont pas le dernier Nike ou les dernières Reebok ou d'autres pour s'y rendre. D'autres, c'est la location des instruments de musique qui paraît d'autant plus difficile que les collectivités territoriales aujourd'hui, dans les difficultés financières qu'elles ont, eh bien, se sont concentrées, on peut le comprendre, sur les missions prioritaires. Je pense à la protection de l'enfance, on en parlait, mais sur la musique, eh bien, parfois, il y a des collectivités qui n'ont plus les moyens d'apporter une contribution, ce qui fait que vous avez des licences à 400 € l'année, vous avez de la location des instruments qui est difficile. Alors, on a aussi pointé l'absence et l'éloignement de structures sportives, notamment en milieu rural, mais je pense qu'on pourrait citer tous les lieux d'éducation populaire, le temps pour s'y rendre, les difficultés pour les parents. On voit aujourd'hui comment n'est pas du tout pensé l'enfance et comment l'enfance est invisible. Alors l'enfance, elle est invisible quand on parle des familles à la rue, hein, c'est-à-dire qu'on
on va parler des étrangers qui sont à la rue, on va parler, quand on va parler du froid et bien entendu des droits fondamentaux, mais on ne va pas parler, par exemple, de comment ces enfants vivent, qui sont en alerte permanente, qui sont en sidération. La rue, c'est le risque de toutes les violences, la délinquance, la drogue, les sexualités, enfin, toutes les violences insupportables. Et beaucoup d'enfants, prendre le risque de s'endormir, c'est prendre le risque de ne pas être vigilant et de voir maman se faire agresser. Et puis toutes ces mamans qu'on peut croiser dans Paris souvent ou ailleurs qui ont des bébés sur leur dos en permanence et on a des bébés collés complètement. Donc forcément, quand enfin il y a une place à l'école, eh bien, on trouve que cet enfant n'y a pas sa place parce qu'il est indécollable de sa maman. Donc toute cette question euh, de l'accès des précarités qui vraiment, enfin aujourd'hui, et ça ne vous surprendra pas, dans les contextes financiers, la renforcer. Alors, j'en parlais tout à l'heure, mais la première préoccupation de nos concitoyens aujourd'hui, c'est le coût de la vie, l'inflation. La première chez les jeunes, c'est le réchauffement climatique et les conséquences du réchauffement climatique. Mais on voit bien que la question de la pauvreté fait que les familles font des choix, et bien entendu, c'est tous ces aspects culturels et loisirs qui peuvent. D'autant plus que c'est pas pour autant que les budgets de l'éducation populaire viennent se voir augmenter parce que les familles n'y arriveraient pas. C'est un euphémisme que de dire ça. Alors, un autre sujet sur la précarité. Alors, ils ont aussi beaucoup parlé des infrastructures et sans doute que enfin, ça vous le vivez, hein, des infrastructures qui n'ont pas les moyens d'être chauffées, des infrastructures qui sont plus adaptées, des infrastructures qui mériteraient d'être restructurées, enfin, améliorées et qui, dans plein de territoires, avec là aussi de très fortes inégalités territoriales. Alors, les enfants ont aussi beaucoup, et je dis les enfants parce que dans ce rapport, il y a aussi tout le monde, hein, mais je prends le prisme des enfants, beaucoup échangé sur les questions d'inégalité garçon-fille dans l'accès au sport, dans les représentations, même si ça change encore, même si ça change, on voit bien que nos enfants s'habituent de plus en plus à ce que les filles jouent au foot. Je peux vous assurer que l'inverse est beaucoup plus difficile. Quand des garçons jouent à des sports dits de filles, saut à la corde et pourtant saut à la corde, si vous vous rappelez, c'est drôlement dur, hein. Eh bien, se font traiter, se font discriminer très fortement. Et puis, on a regardé aussi comment l'aménagement des territoires, enfin, l'aménagement public, et notamment les cours d'école. Et comment, alors, très intéressant aussi les cours d'école, puisque au moment où on fait ce rapport-là, donc on rencontre Madame Margelous, qui a travaillé en Gironde sur justement l'ANIT, oui, Oui. Edith, qui est vraiment très chouette, très intéressante, vraiment très instructif, et qui a travaillé sur- comme sur le sujet qu'on avait fait l'année dernière quand on avait parlé de la vie privée, l'état des toilettes dans les institutions en France, notamment l'école, mais sur la cour d'école, comment les garçons. Alors, comment en école maternelle, on a école maternelle et lycée. Ce sont les deux espaces, pour des raisons totalement différentes, où les garçons et les filles jouent plutôt ensemble. À la maternelle, parce que ce sont d'abord des enfants, et au lycée pour plein d'autres raisons. Et en primaire et au collège, alors on a vraiment, et d'ailleurs c'est pas par hasard si c'est au collège que les manifestations de violence sont les plus accrues, on a vraiment là pour le coup un regard, une tyrannie de l'image. En plus, avec le numérique aujourd'hui, likez-moi, dites-moi que j'existe, enfin, tout qui prend le risque en plus d'être filmé en permanence. Mais comment la cour d'école est occupée, 80% de la cour d'école est occupée par les garçons qui jouent au foot et les filles sont satellites autour. Et je dis, ça m'a fait, en écoutant Madame Margelous, je me suis dit, mais quand je l'ai auditionné, je venais de voir que nos pépiniéristes étaient en rupture de livraison.
parce que toutes les collectivités territoriales n'avaient jamais autant commandé d'arbres pour replanter des arbres, notamment dans nos cours d'école. Donc je me dis que si on avait écouté les jeunes filles avant, on n'aurait peut-être pas enlevé les arbres dans les écoles. Et donc là, on voit bien qu'on est alors là sur un changement, hein, on enlève le bitume. Et on essaie de penser, en tout cas dans plein d'endroits, des espaces qui permettent d'avoir des espaces de mixité, et puis surtout qu'on soit plus surpris si un garçon joue à la marelle ou si une jeune fille joue au football. Donc, bien entendu, derrière tout ça, c'est aussi la question, hein, jusqu'au sport de haut niveau, puisque dans des instructions, et d'ailleurs ça a été suivi, et on est en cours de voir comment ça a avancé. Par exemple, on a été saisi sur des différences entre le sport de haut niveau garçons et filles. Par exemple, pour des jeunes garçons talentueux au football, qui ont été recrutés parfois dans les territoires, départements et territoires d'outre-mer, qui arrivent en métropole et à qui on va, alors qui sont éloignés de leur famille, hein, quand on a 15-16 ans, c'est pas toujours simple, comme ça, il y a des milliers de kilomètres, et à qui on va proposer un lieu d'accueil, une famille de parrainage, un internat scolaire, financer l'école, etc. Et dans le sport de haut niveau, lorsque les garçons se blessent ou arrêtent le sport, ils ont des contrats professionnels qui fait qu'il y a l'obligation de continuer la scolarité pendant 1 an. Pour les jeunes filles professionnelles dans le foot, c'est un contrat oral, il n'y a rien. Donc elles se retrouvaient, boum, donc ça a été le cas, notamment sur le club de Lyon et d'autres, etc. Donc ouais, ça a bougé, mais ça dit énormément aussi de choses. Et c'est vraiment enfin, parfois quand on interroge les fédérations, on n'y avait pas pensé. Enfin, vous voyez comment il y a encore un peu de boulot. Donc, ces questions d'inégalité garçon-fille et qui sont une vraie sensibilité, et qui ne réduisent pas l'autre en tant qu'alter ego, un autre soi, un autre que soi, à sa différence. Et c'est pas parce qu'on est différent qu'il y a un supérieur, parce que historiquement, il serait plus grand, plus fort physiquement. On voit bien ce que la force physique entraîne souvent. Euh, alors, on voit bien que et à travers ça, beaucoup de jeunes filles s'interdisaient des activités sportives, alors que ce sont des espaces d'abord ludiques, de respiration pour beaucoup d'élèves. Et je voudrais dire aussi, et vous devez le voir aussi, je suis persuadé dans vos territoires au Franca, euh, c'est que c'est un des rares endroits, le sport, mais aussi l'éducation populaire, de valoriser des enfants qui ne sont pas à l'école, c'est-à-dire des enfants qui ont des mauvaises notes à l'école. Et ça, c'est assez, ça nous a remis en lumière que à l'école, il y a des enfants qui ont des bonnes notes qu'en sport. Ils montrent une forme d'acuité là, et qu'ils n'ont pas parce que, pour plein de raisons, parce que bah, ils ne peuvent pas être assis, parce que voilà, parce qu'il y a aussi, on fait appel sans doute aussi à d'autres compétences que des compétences purement, je dirais, intellectuelles, non, mais enfin en tout cas intellectuelles au sens pouvoir avoir une méthode, apprendre, être concentré, être assis, etc. Quand le corps s'exprime, eh bien, on n'oublie pas qu'on a 5 sens et qu'on n'en a pas qu'un, la parole. Alors, bien entendu, ça nous a amené, c'est la question du sport à l'école, hein, puisque c'est 12 millions de nos enfants, enfin 12 millions d'élèves, 12 millions de nos enfants, donc c'est la plus grande institution qui reçoit les enfants, et bien de voir, alors là, comment le sport était pensé. Donc, il ne vous a pas échappé que dans le premier cycle, à l'école primaire, il n'y a pas de prof de sport. Il y a des instits, et donc ce sont les instits qui doivent faire du sport. Et là, vous avez énormément d'inégalités au sein même d'une école ou au sein d'inégalités territoriales, parce que alors, si vous avez la chance d'avoir un instit qui a fait des études de STAPS, eh ben, il va y avoir une appétence, par exemple, ou des gens, voilà, mais d'autres qui n'ont pas d'accès au sport. Voilà. Après, vous avez des profs de sport au collège avec d'abord 4 heures, puis après 3 heures. Donc, vous avez vu, que là, avec les Jeux Olympiques, il y a
il y a eu d'abord eu une centaine d'établissements, mais maintenant je crois que c'est un peu plus, avec cette demi-heure de sport en plus. Encore faut-il, là encore, pouvoir la mettre en œuvre, encore faut-il pouvoir disposer d'infrastructures, mais en même temps, c'est intéressant. Alors, c'est une parenthèse pour moi de dire, c'est l'occasion de parler des profs de sport, dont on ne parle jamais, mais alors, prof de musique et prof de dessin, alors là, qui c'est qu'on entend parler? Qui c'est qu'on entend parler? Alors, la musique a évolué. C'est qu'on fait partie d'une génération dont beaucoup d'entre nous ont eu des cours de flûte incroyablement, avec on en garde des souvenirs. Je suis pas sûr que si nous sommes venus les uns et les autres des musiciens, ce soit grâce à ça. Mais en tout cas, mais en tout cas, oui, alors ça dépend, mais je trouve, j'ai quand même eu des profs qui dessinaient bien, mais ah bah, enfin, moi j'avais à l'école, j'avais dans les années 80, j'avais des corps. Ouais. Ouais. Mais donc voilà, donc comment on voit bien, et ce qui est intéressant à travers mes propos là, c'est comment au fond le sport, en matière de discipline, le sport, le loisir et la culture sont des sous-matières. D'ailleurs, sont considérés, alors qu'en fait, quand on parle, je parlais des compétences psychosociales tout à l'heure, et quand je disais les grands pédagogues, je pensais à De Crowley, par exemple, fin du 19e, je crois, de mémoire, qui faisait beaucoup appel à ce que sera l'éducation populaire après, c'est-à-dire à la manipulation, au côté manuel des choses. Et c'est exactement quand je vais en Finlande. En Finlande, les enfants, très tôt, primaires, font des cours de cuisine. Donc apprennent à faire de la cuisine. Donc ça a un impact énorme sur la question des inégalités garçons-filles. Et là-bas, ça vient à l'idée de personne de dire, enfin, vous dites ça ici, c'est une moquerie, ou alors on va vous taxer de réactionnaire, etc. Mais là-bas, ça vient à l'idée de personne ça se pose jamais comme ça, de dire, mais c'est plus ou moins important. Parce qu'on s'adresse à l'enfant. C'est pas plus ou moins important. C'est pas parce qu'on fait des cours de cuisine qu'on va vous empêcher d'aller en physique après ou en mathématiques. C'est-à-dire comment cette question, encore une fois, qui s'adresse à l'élève, c'est-à-dire à l'enfant, pardon, c'est-à-dire au développement de l'enfant. Ce qui est fondamental, c'est le développement de l'enfant, puisque c'est de ça dont il s'agit. On sait bien qu'un enfant qui va pas bien aura des difficultés d'apprentissage, fera sans doute un adolescent qui va pas bien et peut-être un adulte qui va pas bien dans une société. Et je dis que si on s'était mieux occupé de certains adultes quand ils avaient été enfants, la société irait peut-être un peu mieux. Donc il y a cette question d'éducation qui n'est pas au fond dans nos cultures et surtout ces questions-là, enfin en général, ces sujets-là portent un autre regard sur la notation. C'est ce qui d'ailleurs traduit totalement l'essence même de l'éducation populaire, c'est qu'il n'y a pas de notation. C'est que l'art, le temps, le produit final, c'est le chemin qui est important. Voilà, c'est le chemin pour y aller, c'est pas tant la performance, c'est le vivre ensemble, on déplore le repli sur soi, dans le harcèlement, le manque de dimension collective et d'altérité et de se mettre à la place des autres, mais c'est par l'éducation populaire qu'on y arrive. Alors bien entendu, tout ça est exacerbé sur la question des enfants en situation de handicap, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'on entend beaucoup parler, à juste titre, des difficultés du virage inclusif du handicap, mais imaginez l'inclusion des élèves en situation de handicap dans le sport, par exemple, un peu comme là, ou dans les voyages scolaires. Nous, on a énormément de jeunes qui sont empêchés dans ces activités-là, et au-delà des moyens, on voit bien qu'il y a aussi une question de culture à changer. C'est la raison pour laquelle on a fait un certain nombre de recommandations, renforcer la formation des professionnels, éducatifs et médico-sociaux aux enjeux d'une pratique physique, sportive et aux activités artistiques, culturelles et loisirs comme levier d'inclusion. On a aussi été très concret de dire, parce que là, on a des disparités très fortes, que les enfants d'une classe d'âge puissent au moins partir à l'école élémentaire au moins une fois, en classe de mer, en classe de neige, en classe de nature. Et ça, nous, on souhaiterait que ce soit réglementaire, quoi, hein, que ce soit pas. Parce que là, vous pouvez avoir des enfants qui y vont et des enfants qui y vont pas. Vous pouvez même entendre des fratries.
qui ont été parfois même à 2 ans d'écart dans le même établissement scolaire, qui n'ont pas eu les mêmes profs, ils ne sont pas partis en voyage scolaire. Ça, vous avez des enfants. Alors, et quand vous écoutez les enfants, il y a beaucoup de regrets pour eux. Alors, ça j'en parlerai tout à l'heure. Bien entendu, les enfants, et pas que, hein, j'en parle un peu, même si j'en parlerai tout à l'heure, mais on voit bien qu'on a des enfants dont qui ont des agendas de ministres, hein, défenseurs, et qui se remplissent énormément, et puis d'autres ont des temps totalement vides, et pour eux, les écrans deviennent pour beaucoup un outil pour pallier l'ennui et un loisir à part entière. Euh, Ce que je dis, et qui est vraiment là, pour avoir entendu toute l'éducation populaire, vous, comment Philippe Mérieux, président des CMEA, pour avoir entendu aussi des gens qui avaient connu ce qu'on appelait, ce que moi j'ai vécu, enfin, en tout cas dans mon territoire, la fin quand j'étais ado, qui étaient les terrains d'aventure. C'était extraordinaire. Enfin, terrain d'aventure où on pouvait avoir des terrains sans adultes, quoi. Il y avait une prise de risque de notre société qui était quand même intéressante. Eh bien, euh, au fond, c'est intéressant parce que les enfants ne changent pas là-dessus, hein. C'est-à-dire comment les enfants revendiquent des moments de liberté, c'est-à-dire des temps de jeu libres, et qui permettent aux enfants de rêver, je dis, de laisser le vide faire son œuvre, le soi-disant temps perdu, vous savez, le soi-disant temps perdu, inutile, et qui est pourtant le fondement de la disponibilité de l'esprit pour imaginer et inventer. Et quand les enfants disaient ça, je pensais au dessin, vous savez, de comment de la pomme de Newton. C'est-à-dire cette image où il est allongé en train de se reposer et son esprit vaque et il est totalement libre à l'imaginaire et c'est le développement de l'imaginaire, hein. Moi quand je viens, j'adore marcher dans Paris quand je peux, et donc à chaque fois que je marche, c'est souvent là qu'en mettant en marche que je dis tiens, l'intervention, je vais peut-être dire ça, je vais peut-être dire ça, etc. Et lui, il découvre la théorie de l'attraction, quand la pomme tombe de l'arbre, etc. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens n'acceptent pas que les enfants aient du temps libre à ne rien faire, ce serait du temps perdu. Le droit à l'ennui, si je peux, hein, si je peux, voilà. Et d'ailleurs, c'est très intéressant quand les enfants partent en colo ou en vacances avec leurs parents, mais en colo. Et donc, il y a plein d'enfants qui partent pas en vacances. Ils font une colo, par exemple, je veux dire un truc, astronomie, par exemple, colo, un camping, lunettes. Eh ben, vous leur demandez, quand ils reviennent, ce qu'ils ont retenu, c'est pas ça. C'est les copains, les copines, le vivre ensemble, parfois les premiers amours. C'est vraiment des temps incroyables. Et ce qui caractérise le temps de l'enfance, l'insouciance de l'enfance, c'est le temps qu'on ne travaille pas, parce que vous savez qu'on n'a jamais le temps. Le travail, c'est le temps qu'on n'a jamais pour nos enfants, donc forcément, et ça, c'est éminemment important. C'est ce temps d'insouciance qui est laissé grâce, donc forcément, vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire la culture, c'est d'abord cette liberté, cette insouciance qui permet aux enfants de vivre le moment présent et de les détacher du stress et de l'anxiété générée par la vie quotidienne. C'est ça le jeu. Et ça s'appelle l'activité libre, l'activité choisie, les activités diverses et variées. Donc forcément, la recommandation que nous avons faite au gouvernement, c'est d'accroître le financement public des associations d'éducation populaire. Les associations qui voient leurs difficultés financières s'aggraver, qui prônent bien entendu des activités non dirigées, qui développent des pédagogies nouvelles et qui permettent le développement de l'imaginaire, la créativité, les apprentissages manuels par l'essai et l'erreur. Ça, c'est fondamental d'avoir tous ces espaces-là. Alors, je vais arrêter sur cette partie-là, hein. Juste ce que je disais, hein, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais moi, ça me fait beaucoup ça. Quand on regarde les enfants jouer, c'est un peu notre enfance que nous voyons, hein, que nous nous remémorons, cet état d'insouciance, de ce sentiment de liberté qui nous habitait lors de nos jeux d'enfants. Et d'ailleurs, à tel point que nous n'ignorons pas que les enfants
à quel point les violences et les maltraitances vécues retirent toute part d'insouciance. Et donc l'enfance, c'est un des biens les plus précieux de notre humanité. J'y reviendrai tout à l'heure, mais je crois qu'il faut que notre société réapprenne à laisser nos enfants être des enfants le plus longtemps possible. Merci. Voilà. Merci, Monsieur Delemare. Alors, je ne sais pas si on m'entend, parce que tout à l'heure, on ne m'entendait pas, mais c'est pas grave, hein. Le moment est aux questions de la salle ou de la salle, virtuelle ou numérique, ou de la salle de la rue Tolin. Des questions, des envies de prise de focus sur certains points. Nous avions préparé avec Eric, pendant que vous parliez moi j'avais mis en exergue des thématiques qui font particulièrement écho avec le projet des Francas. Mais bien sûr, vous avez, en vous baladant dans Paris, inventé un autre déroulé, et c'est très bien. Je suppose qu'il va y avoir des gens qui veulent des compléments, Olivier Roux. Alors, tout d'abord, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Parfait, donc je vais pouvoir poser ma question. En fait, moi, je suis dans une situation un peu étrange, mais pas tant que ça, parce que maintenant, je suis membre de plusieurs associations d'éducation populaire, dont la Ligue de l'enseignement de la Marne et la JPA de la Marne. Donc la JPA, pour ceux qui ne maîtrisent pas, c'est les sigles, c'est Jeunesse en plein air. Donc je partage tout à fait votre avis sur le droit à s'ennuyer. Je trouve ça fondamental. Je trouve ça aussi l'idée du loisir non dirigé, de la parole des enfants. Et je travaille beaucoup cette question-là avec les enfants. Et je la travaille doublement parce que j'ai aussi une autre casquette, qui est une casquette involontaire. Je suis aussi une personne en situation de handicap. Et en handicap assez lourd, puisque je vis dans un établissement médicalisé, parce que physiquement, je peux difficilement faire autrement. Et en fait, j'ai été attiré par le fait que vous parliez dans le cadre de l'enfance et des loisirs, de l'inclusion des personnes handicapées. Et j'ai lu le précédent rapport de votre collègue sur l'intégration des forces. Je ne sais pas si vous dites défenseuse, défenseresse, je ne sais pas. Défenseur. Non, mais étant donné que je ne veux vexer personne, et en fait, je pense qu'on s'est pas encore rendu compte que l'inclusion, si elle ne marche pas à l'heure actuelle, c'est parce qu'on l'a fait pour des mesures économiques. C'est-à-dire que moi, ce qui me dérange profondément, et je peux vous en parler pour l'avoir vécu, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait pas de l'intégration pour le bien-être des enfants. On fait de l'intégration parce que l'intégration, elle coûte moins cher qu'une place en établissement. Alors, quand je dis ça, je ne suis pas en train de défendre l'établissement, puisque je dis moi-même que les établissements sont en train de tomber en ruine, faute de moyens. Je dis juste qu'il faudra peut-être se dire qu'une bonne intégration, il faudra qu'elle coûte aussi cher qu'une place. Enfin, c'est même pas forcément d'un point de vue financier, c'est aussi. Aujourd'hui, pour illustrer mon propos, j'ai un peu le sentiment que l'inclusion des personnes en situation de handicap, ça consiste à gommer leurs différences et à pas s'y adapter. Or, tant qu'on aura une politique qui considérera qu'il faut gommer les différences des personnes handicapées pour quel que soit leur handicap, et donc du coup, on est dans une politique d'effacement au lieu d'être dans une politique d'accompagnement. Donc ça, c'était ma première remarque, et je me dis que tant qu'on n'aura pas compris ce phénomène-là, l'intégration ne marchera pas, ou marchera sporadiquement, parce que moi, par exemple, mon intégration a bien marché parce que j'ai eu la chance de rencontrer un proviseur qui n'avait pas envie de rentrer dans le cadre. Donc quand je lui disais, moi j'ai envie d'aller en sortie scolaire, il me disait, si toi tu as envie, on va y aller. Peu importe si le rectorat n'est pas d'accord. Le rectorat, je m'en occuperai après.
Mais aujourd'hui, beaucoup de proviseurs, beaucoup d'écoles sont coincés dans des réglementations, ce qui fait qu'on ne prend plus en compte l'envie des jeunes et on fait de l'intégration parce qu'il faut effacer les différences pour que tout le monde soit pareil. Et d'ailleurs, ça se voit avec l'avènement de l'uniforme. Hein. On est vraiment dans une uniformité qui est très, très inquiétante. Ça, c'est ma première remarque qui n'était pas vraiment une question. Puis, Olivier, s'il vous plaît, un petit peu court pour la deuxième partie, pour laisser de la place à d'autres questions. Merci. Et puis, je termine juste en vous demandant une chose très simple. Il y a des tas de rapports qui succèdent, que ce soit sur le travail social, sur l'enfance. Qu'est-ce qui nous garantit que celui-là ne finira pas en calant un placard dans une étagère, dans un ministère? Celle-là était courte. Merci, Alors, Olivier. sur la première partie de votre remarque, je ne peux que être totalement d'accord avec vous. D'ailleurs, il suffit de regarder les choses concrètement. J'ai beaucoup de respect et on a fait énormément de recommandations sur la formation, la rémunération des AESH, par exemple. Hein. Mais on a quand même, dès le début, pris le prisme suivant, qui est de dire nous allons confier parmi nos enfants ceux qui ont le plus de vulnérabilité aux gens les moins formés. Exactement. Alors, donc, ça montre tout à fait l'approche financière que vous avez dite. Après, sur l'inclusion, ça fait partie aussi d'un certain nombre de mes interventions et je ne vais pas prendre trop de temps. Sur ce rapport-là, alors sur ce rapport, les ministres qui l'ont reçu, donc on l'a présenté à Charlotte Cobel, secrétaire d'État, on l'a présenté à la ministre de la Culture, mais c'était deux jours avant qu'elle ne soit plus ministre de la Culture. Mais j'ai quand même été, on a inondé ce rapport quand même au gouvernement, et j'ai quand même, je me dis que modestement, le défenseur des droits et le défenseur des enfants, eh bien, contribue néanmoins à l'évolution, puisque le président de la République a parlé de culture et d'éducation à la culture, comme ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler. Donc je me dis que peut-être, voilà. Après, je pourrais vous citer un certain nombre de recommandations que nous avons faites dans l'histoire du défenseur des droits qui ont conduit à des évolutions législatives, mais je pourrais aussi vous en donner beaucoup de nos recommandations que nous pourrions continuer à faire aujourd'hui, puisqu'elles ne sont pas prises en compte. Il y a des recommandations, par exemple, très simples, hein, c'est de dire qu'est-ce qui empêche concrètement qu'un enfant, dans son cycle de primaire, c'est-à-dire 5 années, du CP au CM2, n'ait pas eu un voyage scolaire. Ça pourrait être tout à fait réglementaire. Hein. Bon, ben ça, je ne suis pas sûr, au nom de plein de choses, on va me dire la liberté pédagogique, etc. etc. Mais voilà. Donc ça, c'est des choses, je ne suis pas sûr qu'elles aboutiront, mais je pense que d'autres ont été mises en œuvre. Donc voilà. D'autres questions, peut-être? D'autres questions? Alors, vas-y. Deux remarques. Bernard Oui. Matenat, conseil fédéral, membre en Vendée et professionnel de la culture, entre guillemets, à la retraite. Deux remarques, je voudrais faire. Une remarque de type de classe et écologique. La bourgeoisie et les éléments les plus élevés de notre société avaient très bien compris dès les années 60, 65, l'apport des pédagogies ouvertes, Montessori, etc., etc., et les utilisaient, l'école alsacienne et autres. Et c'était réservé à une élite financière parce qu'ils savaient très bien que ça libérait les gens et que ça les formait vraiment. Donc, ils se sont gardés dans le privé, bien évidemment, ces formations, et surtout, il ne fallait pas que ça aille vers le public. Et aidé par ça, par une idéologie bien précise du devoir bien fait et qui doit être fait, on doit apprendre le français, les maths, etc. Il faut se rappeler quand même de ce petit détail économique. Ensuite, juste une réflexion. Un exemple simple, dans la culture, dans les centres culturels, dans les théâtres, etc.,
50% des publics, théâtres municipaux, théâtres nationaux, scènes nationales, scènes publiques jeunes. 50% des publics sont en gros l'enfance, la jeunesse. Il serait très simple que le ministère de la Culture décide, par exemple, que l'ensemble de ces financements, au lieu de 10% pour l'enfance et la jeunesse dans la programmation, au moins 30% soient dédiés, qui correspondrait aux 30% au moins de l'enfance et de la jeunesse. C'est une décision, pareille que pour les sorties scolaires, qui peuvent être prises, c'est-à-dire je vous donne des financements, mais au moins 30% des financements vont en direction de l'enfance et de la jeunesse. Ce ne serait pas compliqué à obtenir. Donc il y a des solutions quand même, mais bien évidemment, elles ne sont pas prêtes d'être mises en place pour des réserves pareilles de type idéologique. Donc voilà ce que j'ai deux, trois petites remarques comme ça. Alors, il y a des choses. Il y a des choses qui bougent. Hein, il y a des choses qui bougent. Par exemple, la région Occitanie est en train d'aller vers la gratuité des transports pour tous. C'est quand même, je trouve. Ouais. Moi qui suis, qui fait, parce que, encore une fois, beaucoup de recommandations dans nos rapports à l'éducation nationale, mais qui ne suis pas partisan que l'école doit tout faire, je dis qu'un bon moyen d'aider l'école, c'est de développer l'éducation populaire encore plus. Hein. Alors là, et les enfants iront mieux. Les enfants iront mieux dans les écoles. Par contre, peut-être qu'ils seront plus aussi autonomes, indépendants, et qui remettront aussi, et qui poseront plus de questions, et qui remettront en cause peut-être parfois l'autorité. Mais comme ils le font déjà là, et que en tous les cas tout le monde s'en plaint, je pense que c'est pour ça que le service public de la petite enfance, au sens public, c'est-à-dire intégré avec la possibilité que chaque parent, en fonction de son choix de vie, ça peut être en ambulatoire, ça peut être quelques heures, ça peut être toute la semaine, pour un enfant de moins de 3 ans, etc. Parce qu'il y a aussi, bien entendu, toute l'importance que le bébé soit avec ses parents les premiers mois de sa vie, c'est une évidence, mais que le service public de la petite enfance puisse être développé pour tous les parents qui le souhaitent, avec un programme, encore une fois, avec un prisme et une entrée par l'éveil et non par le mode de garde. Le mode de garde s'adaptera, et que la continuité de ça, à partir des 3 ans, quand on rentre à l'école, c'est à la fois le périscolaire et l'éducation populaire. Eh bien, on aura comme ça, mais à condition qu'on le rende visible et qu'on en parle. Mais vous savez qu'on ne parle jamais de ce qui marche, on parle toujours de ce qui ne marche pas. Donc ça c'est la première chose. Alors, sur les écoles Montessori, juste petite nuance, c'est que à chaque fois que quelque chose fonctionne, à chaque fois, on oublie que les pédagogies qui ont d'abord été elles viennent d'abord de l'expérimentation des plus vulnérables, profitent à tous. Sauf qu'après, effectivement, maintenant, c'est les fils de bobos qui emmènent leurs enfants à Montessori. Mais historiquement, c'était pas ça. Alors, on a une question dans le chat. Qui, dans un département, est le mieux à même de relayer votre rapport avec légitimité? Alors, on a fait une de nos recommandations. Dans une de nos recommandations, là, on a demandé au ministre et aux collectivités territoriales qu'il y ait un projet territorial, de l'éducation au loisir, au sport et à la culture. C'est-à-dire un projet territorial. Alors, vous avez fait référence au PEDT, notamment, dans le rapport. Oui, Hein? On a fait. Donc, alors, dans le millefeuille administratif qui est le nôtre, c'est pas toujours simple de s'y retrouver. Mais je pense que là, en tout cas, je crois toujours qu'il faut, moi, une incitation de l'État pour que ce soit fait, et que les services déconcentrés de l'État soutiennent les services décentralisés pour réaliser. Mais je pense qu'il y a des vraies réflexions à avoir sur le financement des infrastructures, la question des transports vis-à-vis, la question d'aller vers les populations, parce qu'on a aujourd'hui un repli sur soi que le numérique a bien entendu accentué. On a des populations aussi, enfin vous avez raison, on a aussi des populations que, bon,
ne pourra pas se battre pour qu'elles viennent non plus. Hein. Il y a certaines populations, si elles peuvent rester en périphérie, on va pas. Donc moi, je pense que là, il y a des projets territoriaux qui nous paraissent indispensables et qui remettent, je dirais, au cœur du projet l'éducation populaire, quoi. Ça me paraît. Oui, alors je vois une question. La visio est enregistrée. Elle ne sera disponible, peut-être pas en totalité, mais elle sera montée par Clara, qui est en train de travailler ce soir et qui continuera dès lundi. Voilà. Mais votre Estelle, pardon, Josiane. Voilà, très bien. Cliquez sur le. Voilà. C'est bon. Membre du Conseil fédéral. Moi, je vis sur un territoire qui, au-delà d'avoir effectivement décidé de la gratuité totale des transports collectifs, qui conduit à une vraie réflexion à propos de la question de l'accueil des enfants et de leur place sur le territoire. Alors, rien n'est parfait, mais quand même, il y a une volonté politique réelle, et notamment sous on va dire, un peu sous le chapeau de cette ville à hauteur d'enfant, puisque c'est dans le projet politique du maire, la ville à hauteur d'enfant. Donc, un certain nombre d'initiatives sont prises et oui, on est bien en Occitanie, il n'y a pas de souci. Ce que je vois, moi, alors, un peu avec l'ancienneté quand même, hein, et avoir travaillé beaucoup sur les questions que vous abordez, et merci de nous rappeler quelques fondamentaux, parce que pour moi, ça, c'est vraiment du bon sens. Et comment c'est possible que ça ne se passe pas? Enfin, moi, c'est un peu ça ma position, mais on connaît les obstacles. Il y en a un qui m'apparaît assez fortement là, dans les expériences dont je suis témoin, voire acteur, c'est la forte emprise des questions de sécurité sur effectivement la mise en œuvre d'un certain nombre de réalisations et le recul que cette question-là fait prendre. Alors, mettre un peu les acteurs sur la réserve, d'une part, et puis les familles sur une inquiétude très importante. Quand vous dites laisser circuler, laisser libre, enfin bon, c'est effectivement des choses dont on s'est emparé il y a bien longtemps. Et mon dernier témoignage, c'est l'initiative dans cette même ville-là d'un terrain d'aventure, effectivement, pas l'initiative des Francas, donc je laisse en parler, mais que nous avons soutenu. Sauf que au premier problème dans le quartier, comment on va dire, la collectivité et les associations ne prennent plus ce risque-là, quoi. C'est-à-dire que il y a cette question du sentiment d'insécurité qui pèse énormément, même là où la volonté existe, sur les décisions et les mises en œuvre. Moi, je vois cette question s'amplifier très, très fortement. Le contexte est anxiogène, tant à l'international, parce que quand même nos enfants grandissent dans un monde de crise, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit les guerres, la peur du déclassement. Effectivement, c'est même des pays qui avaient, je dirais, des acquis éducatifs pédagogiques, et je vais redire les pays scandinaves aujourd'hui sont aussi impactés par ces questions-là, qui posent la question que nous n'avons jamais su réaliser, à part économiquement, qui est la mondialisation ou la question de l'Europe, et qui pose un vrai sujet. Moi, ce qui m'inquiète là, ce qui m'inquiète fondamentalement, c'est alors, en vous écoutant, je me rappelais aussi quand j'étais il y a 25 ans, j'avais fait un diplôme universitaire de psychologie criminelle, et
je ne sais plus pourquoi, en entendant les violences de la jeunesse, enfin, un cours sur les violences des sports, ou de la jeunesse, je me souviens que quelqu'un avait fait le lien entre toute la fermeture des terrains d'aventure en France, majoritairement, et l'augmentation dans le même temps de tous les tags dans les rues. C'est-à-dire les enfants qui avaient plus d'espace, les ados qui avaient plus d'espace, parfois pour détruire, pour péter, pour foutre le feu à un truc en campagne, eh bien, ils venaient marquer, ils n'avaient plus d'espace, donc ils venaient marquer. Donc donc la question de jouer, je veux dire, enfin, la question de jouer et où, la question de vivre et où, enfin, l'enquête de l'INSEE d'hier matin, quoi. Un logement sur 12 est vide, 3,5 millions de logements. Ça veut dire que la question de l'individu aujourd'hui, la question de. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ces discours dont on est envahi sans cesse sur, au fond, et je crois que c'est la base du contrat social, sur l'état de droit. On n'arrête pas de nous dire et de vous dire, l'état de droit, c'est pas un état où chacun viendrait consommer des droits en oubliant ses devoirs, et c'est pas la liberté à tout craint. Mais l'état de droit, ça n'a jamais été ça. L'état de droit, c'est l'état où, enfin, c'est un état où l'État est un justiciable comme les autres et il se doit et doit appliquer et faire appliquer les lois à lui-même et à tout le monde. C'est ça l'état de droit. À travers ça, il y a la séparation des pouvoirs, notamment comme moyen de dire à l'État qu'il est injusticiable comme les autres. Mais c'est surtout qu'en disant ça, on détruit tous les enjeux de solidarité, toutes les politiques de solidarité. On met à mal toutes les politiques. Et donc, on est envahi en plus par un certain nombre de médias qui sont très belliqueux, qui font appel aux pulsions. Donc, forcément, on va pas. En plus, on n'a jamais été autant dans sanctions-récompenses. Donc, s'il y a un terrain d'aventure, enfin, dans les années 80, il y avait des terrains d'aventure qui étaient abîmés. Mais on savait qu'il y avait cette prise de risque d'assumer quand en forêt, il y avait un truc qui était abîmé. Voilà. Et parfois, les jeunes refaisaient, reconstruisaient pas. Mais ils étaient là. Ils étaient là. Et ils n'étaient pas dans les centres-villes en train de marquer le bâtiment. Donc, là, moi, c'est vrai que c'est pour ça que je fonde l'espoir, moi, sur la toute petite éducation, enfin, voilà, mais pas uniquement sur quelques territoires plus en avant, plus expérimentés, plus dans une idéologie plus intérêt général que d'autres. Sauf qu'en fait, en ce moment, on est entre adultes et on sait que c'est pas le chemin politiquement qu'on prend, hein, puisqu'on va continuer de jouer sur les peurs. Et quand je vous disais, et si nous, aujourd'hui, on était entendus là sur les fondements de l'éducation populaire, c'est-à-dire ce qui fait, et ce qu'on se souvient tous individuellement, c'est-à-dire les moments, enfin, il suffit de voir aujourd'hui en tant qu'adulte, hein, je le répète, le rapport au monde du travail, le temps qu'on n'a plus pour faire plein de choses. L'insouciance de l'enfance, c'était ça. On se rappelle des moments où on n'avait rien à faire et où on a imaginé. Mais aujourd'hui, hier à la télé, vous entendez que les émeutes, c'est à cause de l'oisiveté. Donc c'est mort comme discours. C'est mort. Puisque on est incapable aujourd'hui sur la question des émeutes, que moi j'appelle pas émeutes, que j'appelle des révoltes. Hein. Je ne pense pas que Louis XVI, quand il a vu arriver toutes ces femmes à Versailles réclamant du pain, il n'a pas dû appeler ça révolte. Je pense qu'à l'époque, il a dû trouver le mot pour émeute aussi, hein, c'est-à-dire stigmatiser celui qui vient mettre de faire du trouble à l'ordre public. Mais il y a Boris Cyrulnik, il a dit quelque chose. Il a dit bon, il faut être prudent. Bien malin, qui peut régler la question, qui peut faire une analyse, c'est très complexe, l'aménagement du territoire, le communautarisme, un certain nombre des difficultés de vivre ensemble, de laïcité. Mais il a dit quelque chose d'incroyable que personne ne veut entendre au niveau politique, c'est qu'il a dit que une grande majorité des jeunes qui ont détruit les écoles publiques, les bibliothèques publiques, les municipalités, c'est des jeunes qui avaient été relégués de ces mêmes services publics. C'est des jeunes qui sont arrivés à l'école tout petits, avec 4, 5, 6 fois moins de mots de vocabulaire que les autres, pour des raisons culturelles, familiales, éducatives, pour lesquelles il ne suffit pas de dédouaner les parents dans ce que je dis. Il a dit ça, et il a dit, l'école, elle ne vient que conforter les enfants dans leur échec, et elle ne fait que de les humilier
il n'y a pas forcément une volonté, mais de les humilier, et les enfants sont en échec à 3 ans, ils le restent en 3 ans. Il a dit ça, et il a dit notre société, il faudrait qu'elle réfléchisse aussi à la place des pères dans notre société. Là, c'est vrai qu'on a quand même énormément de pères absents dans notre société. Ça pose un certain nombre de sujets, et je ne suis pas sûr qu'en mettant plus de gens dans la rue avec le projet de loi immigration ou en tirant sur les familles monoparentales, on va réussir à mieux. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est quand on nous dit là, dans les médias l'oisiveté, c'est pas à vous qu'on pense, hein. C'est à l'école militaire, c'est au SNU, c'est à l'uniforme, c'est à l'ordre. Ah, on sait bien ce que produit tout cela. Ça veut dire qu'on ne veut pas prendre de risques, mais comme on ne veut pas prendre de risques, les jeunes en prennent beaucoup plus. En plus, la société enfin, on est capable aujourd'hui d'avoir des sports extrêmes, mais il y a 30 ans, on aurait regardé ça à la télé, on aurait dit, mais c'est des extraterrestres, ils font des trucs incroyables. Eh bien, le rapport à la vie, le rapport à la mort, le rapport à la prise de risque, il est extrême. Technologiquement, il permet d'être extrême, mais sauf que nos enfants, on ne les habitue pas à prendre des risques. Vous avez tout à fait raison, madame. On reproche à nos enfants d'être sur les écrans, on ne supporte pas qu'ils fassent du bruit dans la rue, et on les amène jusqu'à la porte de l'école tellement on a peur qu'il leur arrive quelque chose. Donc forcément, l'autonomie, l'indépendance, ben, voilà. Et ce climat-là, eh bien, c'est d'ailleurs, enfin, il faut qu'on se pose toutes ces questions aujourd'hui sur c'est quoi être parent, pourquoi les parents, pourquoi des jeunes veulent être ou hésitent à être parents. Enfin, il y a un vrai enjeu aujourd'hui sur ça. Donc, mais je suis d'accord avec vous. Et ce qui est difficile en plus, et ce qui est dramatique, c'est que tous ces territoires qui sont expérimentaux, qui font des choses, et comme la société ne bouge pas tout en même temps, eh bien, c'est ces territoires-là innovants qui vont être pointés du doigt en disant vous êtes laxiste. Je crois qu'on a commencé l'actualité Ouais. là, hein, avec cette question, et j'ai une question dans le chat qui s'y réfère à l'actualité. On vous demande, existe-t-il un croisement de regards et de préconisations entre ce rapport, alors peut-être pas que le rapport de 2023, mais vous direz bien mieux que moi, et le rapport de la Ciivise sur les violences sexuelles faites aux enfants. Alors, donc nous dans des places qui sont totalement différentes, hein, puisque je rappelle que la première mission, enfin, il n'y a pas de hiérarchie dans les missions, mais la mission qui est celle qui prend le plus d'espace, de temps et de moyens aux défenseurs des droits, c'est l'instruction des dossiers. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque Jacques Toubon est parti, a quitté le défenseur des droits en 2020, donc il y a 3 ans, l'institution traitait 100 000 réclamations par an, 100 000 instructions dans l'ensemble des atteintes aux droits. La première atteinte aux droits, c'est ce qui est, puisque le défenseur des droits a fusionné plein d'autorités administratives indépendantes. La plus ancienne était le médiateur de la République, qui existait depuis 1973. Aujourd'hui, nous sommes passés en 2023 à 140 000 instructions. En 3 ans, 40 000 instructions en plus. Vous imaginez pour les juristes chez nous. Voilà. Et de quoi il s'agit? On pourrait dire, tiens, le défenseur des droits, la défenseur des droits Claire Hédon et le défenseur des enfants sont plus connus. Sans doute un peu, mais ce n'est pas ça. C'est principalement l'éloignement des services publics de nos concitoyens. Vous avez aujourd'hui je peux vous parler des veufs et des veuves qui mettent 18 mois à avoir la reversion. Je peux vous parler des gens à Pôle emploi qui n'ont pas leur traitement, des gens qui mettent 18 mois à avoir leur retraite, le RSA, les prestations, les enjeux de la dématérialisation. Vous avez des gens aujourd'hui qui arrivent à l'âge de la retraite, et il y en a qui sont en forme, qui n'ont pas de dépendance. Ils se connectent au service public. On vous met clairement dans une situation de dépendance. Ça veut dire qu'au fond, on déshumanise la relation. Je dis, bien sûr que le service public, le numérique a des enjeux énormes, de permettre d'aller plus vite, de ne pas se déplacer tout le temps pour aller faire des démarches, etc. Mais vous avez des gens, peut-être que vous-même, et on a tous un niveau socioculturel suffisant, vous avez peut-être eu envie de jeter votre bécane par la fenêtre, parce que France Connect, ça rentrait jamais, ça marchait pas, et votre situation. Et donc, nos concitoyens les plus vulnérables, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent leur accès aux droits. Ça veut dire que les gens appellent. Au bout d'une demi-heure, ils ont quelqu'un. La première réaction de la personne en face, c'est de dire « Ah, mais vous avez mal rempli, et pourquoi vous m'appelez alors que c'est par Internet maintenant ?» Et la personne, il faut qu'elle arrive à convaincre la personne au bout que
alors c'est pas contre c'est pas contre les fonctionnaires que je dis ça, parce qu'ils sont de moins en moins nombreux. Mais donc la personne va dire, mais ça fait 1 heure que j'essaie. Donc on va d'abord lui dire, oui, mais peut-être que vous ne savez pas comment s'y prendre. Et il arrive très régulièrement qu'à un moment donné, la personne, le fonctionnaire, va quand même dire, bon, bah écoutez, elle n'a pas oublié ce qu'était qu'un fonctionnaire, et donc elle va dire, écoutez, on va le faire ensemble. Et la personne s'aperçoit qu'effectivement, qu'il y a un bug et que ça ne marche pas. Sauf qu'au moment où elle s'en aperçoit, ça fait 45 minutes qu'elle est au téléphone. Ça ne marche pas, politique du chiffre, etc. Et puis elle n'était pas censée répondre, ou pas tant que ça. Donc elle dit, bah, écoutez, madame, est-ce que vous pouvez me rappeler lundi? OK. La personne lundi rappelle, elle ne tombe pas sur la même. Elle recommence depuis le début. Donc ça veut dire que la dématérialisation des services publics, le droit des étrangers, les queues qu'il y avait devant les préfectures, elles sont maintenant virtuelles et sont sur le numérique. Et je ne parle pas de primo-arrivants, je parle de gens qui sont là, qui ont des permis de séjour depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans. On a eu une dame de 80 ans qui a un titre de séjour depuis 30 ans, 40 ans, qui était dans la reconduite qui ne l'a pas eu en temps et en heure, qui n'a pas pu aller à l'enterrement de son fils en Algérie. Vous avez des gens sur des permis de séjour de 1 an qui l'obtiennent au moment du renouvellement, l'obtiennent au 11e mois. Ça veut dire qu'ils sont dans un état d'inquiétude et de sidération. Vous avez des gens aujourd'hui qui perdent leur emploi à cause de ça, leur appartement, et les enfants perdent leur école. Quand vous savez que quand vous êtes allé à l'école, je ne parle pas d'un enfant étranger qui arriverait, quand un enfant a eu une école et qui vit une expulsion de logement, en général, en moyenne, 6 mois pour retrouver une école alors qu'il avait déjà une école. Donc, ça veut dire que l'éloignement du service public est d'abord une chose. Le premier boulot. Ça, c'est voilà. Donc, dans les autres, donc on a fusionné avec la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, la Commission nationale de déontologie et de la sécurité, le Défenseur des enfants. Et pour répondre clairement sur la question de la Civis, donc j'ai auditionné Édouard Durand sur un certain nombre de rapports. Il m'a entendu aussi avec la défenseur sur la Civis, et bien entendu que nous portons ensemble ce qu'on est venu dire, et ce qui est vraiment important, ce que je pense à Édouard Durand sur les violences faites aux enfants. Je vous disais tout à l'heure les changements de paradigme. J'en ai cité quelques-uns sur le service public de la petite enfance avec une entrée éveil et pas une entrée mode de garde, c'est-à-dire qui s'adresse à l'enfant en tant que sujet. Je vous pourrais parler des violences faites aux enfants dans notre société. Voilà, on est comme dans une société où on pense que parce qu'on fait 50 kilos et 50 cm de plus, on peut marquer le corps des enfants, on peut frapper. Enfin, on a quand même beaucoup d'exemples dans notre société. Les chiffres, alors on n'en a jamais autant entendu parler, ça c'est quelque chose évidemment d'important, c'est que si on veut que les droits de l'enfant deviennent un sujet politique, il faut les rendre publics, et on l'a jamais autant, on n'en a jamais autant parlé, et c'est une bonne chose. Mais il y a un changement de paradigme que personne ne veut faire parce qu'il est, enfin, qui est partagé par des gens comme Édouard Durand, par la Civis, qui est partagé par le Défenseur des droits, qui est partagé par un certain nombre de pédagogues, d'universitaires, c'est sur la place de la famille dans notre société. En 50 ans, la famille, ce qu'on appelle, parce que je vais parler de la famille en tant qu'institution, elle n'a jamais autant évolué que dans toute l'histoire du monde moderne et de l'humanité, je veux dire. Enfin, il y a des gens ici de générations différentes, et ça va d'autant plus vous parler. C'est que jusque dans les années 70, je vais prendre 70 parce que c'est la loi où on est passé de l'autorité parentale, de la toute-puissance paternelle au bon exercice de l'autorité parentale. Jusqu'en 70, bien entendu, dans les années 60, 70, on n'est plus sous l'Ancien Régime. Pourtant, on est dans le pater familia, c'est-à-dire qu'on est dans l'idée que l'homme est quand même le roi à la maison, et n'oublions pas que le roi était le descendant de Dieu sur terre. C'est-à-dire que le corps des enfants appartient aux enfants, les enfants appartiennent. Si vous avez un enfant hors mariage, tant lui que sa mère va se faire attribuer de termes. T'es une prostituée pour ça, hein, et l'enfant est un bâtard. On l'a entendu encore, même moi qui suis né en 69, quand j'étais ado, j'entendais encore des personnes âgées dire ah ouais, mais voilà, dans les campagnes, c'est-à-dire que
on n'est pas, et ça a été comme ça pendant des siècles et on ne s'est pas posé la question. Et puis en 70, il y a la loi sur l'autorité parentale. Mais on oublie de dire que le droit n'a fait que de s'adapter à l'évolution de la société. Et qu'est-ce qui est majeur dans le XXe siècle et dans les années 60-70? C'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les femmes vont maîtriser la fécondité. Ça veut dire qu'elles vont pouvoir dire combien je veux d'enfants et quand je veux des enfants. Ça veut dire que la question du désir. Alors, je ne suis pas en train de dire que les mamans, avant 60, 70, n'aimaient pas leur enfant, hein, mais quand même qu'elles prenaient le risque souvent de s'attacher à quelque chose qui pouvait disparaître, quand même. Des générations où il y avait quand même des enfants qui mouraient en couche, etc. Avec les progrès de la science et notamment la maîtrise de la fécondité, la question du désir d'enfant, elle a jamais été, elle a été pensée, ce qui a conduit d'ailleurs à ce que le nombre d'enfants diminue, progrès sociaux, etc. Et aujourd'hui, comment vont analyser dans 50 ans la famille aujourd'hui dans ce monde dans lequel on vit? Moi, j'observe que, à travers ce rapport, en écoutant toutes les personnes que j'ai auditionnées, il y a Madame Marinopoulos, qui est psychologue et qui a fait des rapports extraordinaires sur justement le jeu et la culture pour les enfants. Elle dit quelque chose de formidable. Elle dit, au fond, on adore nos enfants. Mais si on pouvait avoir nos enfants sans leur enfance, qu'est-ce qu'on serait peinard? C'est-à-dire qu'on voudrait qu'ils soient autonomes tout de suite. On les surprotège parfois parce qu'on a peur, à juste titre, on les emmène jusqu'à la porte de l'école. Certains voudraient, à la télé, qu'ils soient pénalement responsables comme les adultes. Si on pouvait les mettre en prison dès 14-15 ans, certains seraient pas malheureux. On leur fait part de nos anxiétés en permanence, mais on les garde jusqu'à 30 ans parce que c'est difficile. Donc, en fait, et donc, qu'est-ce qu'on fait tous? C'est de renvoyer, dès qu'il y a une difficulté, ah ouais, mais c'est aux parents, c'est aux parents. Mais personne n'a jamais dit qu'il fallait pas que les parents s'occupent pas de leur enfant. Sauf que ce qu'on n'a pas compris dans l'évolution de l'individualisme, dans l'évolution de la place de nos enfants, dans la pression économique, ultralibérale, sociétale faite aux parents, c'est que quand on disait avant, il faut tout un village pour élever les enfants, aujourd'hui, le village, c'est vous, ce sont les institutions. Et on est en train de les désinstitutionnaliser et de les détruire. C'est-à-dire que les parents n'ont jamais eu autant besoin d'un soutien, sauf que dans notre culture, soutien à la parentalité, ça veut dire parents vulnérables. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à penser la parentalité comme j'ai pas besoin d'attendre qu'on me pense que je sais pas faire, une maman qui saurait pas faire, un papa qui saurait pas faire, une institution qui vous dirait mais qu'est-ce que vous êtes pas bon, donc il y a plein de parents qui n'osent pas. Ça veut dire qu'il faut penser nos services de première intention, la toute petite enfance, l'école, l'éducation populaire, pas comme pouvant aussi soutenir, conseiller les parents, mais de manière pas donneur de leçons. Et ça veut dire que les parents ont besoin d'être conseillés. Et moi, je crois que dans le contexte actuel sur la peur internationale de ce qui se passe, c'est tout ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à 1,7 enfants par femme aujourd'hui, et que ça ne cesse de baisser dans les pays modernes. Je crois que c'est cette question. Et je pense qu'il faut une politique familiale forte, il faut des allocations, il faut une politique familiale forte, mais il faut aussi, c'est incroyable de ne pas relier le fait qu'on ne donne pas de moyens à la petite enfance, qu'on ne donne pas de moyens à l'école, pas de moyens à l'éducation populaire pour accompagner. Mais sauf qu'on dit, oui, mais vous voulez qu'il fasse à la place des parents, mais je n'ai jamais dit ça. C'est qu'on sait tous qu'on n'a pas été élevés que par nos parents. D'ailleurs, à 4 ans, mon papa, c'est le plus fort du monde. À 8 ans, mon papa, il sait plein de trucs. À 15 ans, qu'est-ce qu'il est con. Et à 20 ans, oh merde, j'aurais pas dû, ou à 30 ans, j'aurais pas dû juger mon père. C'est-à-dire qu'en fait, on s'émancipe. Et pourquoi? Parce qu'on trouve des repères ailleurs. On va les trouver chez un voisin, chez un ami, chez un animateur, chez un éducateur. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut tout ce village. Sauf qu'aujourd'hui, ce village, comme on n'est plus dans une solidarité comme on a pu avoir dans le village ou dans la rue, eh bien, les solidarités, c'est vous. C'est l'éducation populaire, c'est le service public. Et c'est les institutions au sens grand du terme. Et c'est ça qu'il faut changer comme paradigme. D'autant plus que, alors je vais vous rajouter, vous allez mal dormir, mais c'est qu'on a un changement de paradigme qui arrive, c'est la réalité virtuelle et le numérique. C'est-à-dire comment ancrer nos enfants dans le réel avant qu'ils aient une vie virtuelle. Et ça, c'est fondamental. Donc aujourd'hui, moi, je veux bien qu'on dise interdisons les écrans. Bah ouais, mais on ne va pas mettre un policier dans chaque famille. Donc
Par contre, si on commence à dire, ah ouais, mais si on fait un service public de la petite enfance avec un programme basé sur l'éducation populaire, sur les activités, et que les enfants apprennent à jouer et à vivre ensemble, ben, on va s'apercevoir que les écrans vont être secondaires. On va apprendre. Alors, bien sûr que les écrans vont arriver. Et là, on dit pas d'écran avant 3 ans, voire certains pas avant 6 ans. Donc, je dis qu'on ne fera jamais mieux que l'éducation et la prévention. Sinon, bah, créons des prisons, mais ça va coûter cher et ça ne va rien arranger. Alors, il y a une question sur l'instruction civique, là, dans le... Les dernières. Et on va regrouper peut-être les dernières. Qu'est-ce que vous pensiez de l'instruction civique? Est-ce que vous avez formulé des préconisations? Oui. Je suppose, j'imagine que c'est en rapport avec les derniers. Mais peut-être, Eric, s'il vous plaît, on va prendre la question d'Estelle et la question d'Irène. Estelle, tu en avais? Alors, on peut constater qu'il y a une dégradation des conditions de vie des enfants. Est-ce que c'est le fait d'une évolution de la société, parce que bon voilà, les sociétés évoluent, enfin, on va rester dans l'espace européen. Donc, vous êtes en relation sans doute avec d'autres autorités dans les pays européens. Excusez-moi, je ne sais pas s'il y a partout exactement des défenseurs des droits, mais est-ce que, et que vous devez sans doute échanger régulièrement, donc est-ce que ce que nous vivons, nous, aujourd'hui, se vit dans ces espaces? Est-ce que c'est lié éventuellement à la crise sanitaire, au contexte de guerre, aux questions climatiques, mais en tout cas, et à des questions de société peut-être plus violente, parce que moins régulée, enfin, j'en sais rien, mais est-ce qu'il y a un mouvement comme ça dans des sociétés développées aujourd'hui, en Europe? Donc, ou est-ce que ça ne se constate pas partout? Et sans doute qu'il y a aussi une question des politiques publiques que nous connaissons depuis peut-être 20, 30 ans, pour ne pas parler des plus récentes. Voilà, je me suis permise de proposer ça pour qu'on puisse entendre jusqu'au bout les questions et que... Voilà, et il y a encore une question sur... Et donc, j'y vais, du coup. Ah, tu y vas? Vas-y, Estelle. Alors, donc, on prend celle d'Estelle. Une question sur la méthodologie que vous avez utilisée pour mener ce travail. Et on a bien entendu que progressivement, d'une année sur l'autre, vous élargissez le panel, y compris en termes de diversité de lieux où vous rentrez en contact avec des enfants et des jeunes. Et vous avez dit, nous montrons au gouvernement ce qu'est une consultation d'enfants. Moi, je me suis régalée quand je vous ai entendu dire ça, parce que je pense qu'il n'y a pas que sur les consultations d'enfants qu'il y aurait des choses à apprendre au gouvernement. Il a tenté plusieurs consultations quand même ces derniers temps, sans qu'on en voit ni l'utilisation. Et j'avais une question, puisque par contre, je trouve vraiment intéressantes les méthodes que vous utilisez. Y a-t-il, au-delà de l'apprentissage et de la reconnaissance que la forme que vous adoptez permet aux enfants et aux jeunes que vous rencontrez, une restitution aux contributeurs et aux contributrices, hein, donc ça, c'est la première chose, puisque évidemment, on a entendu qu'il y avait des âges très, très différents et que du coup, sans doute que ça prend des formes aussi tout à fait adaptées. Ensuite, sur la remarque générale, je ne reviens pas sur ce qui a été dit déjà, sur l'intérêt et sur, bien entendu, tous les éléments que vous nous apportez et qui vont dans le sens de notre projet au Franca et qui nous permettent de, et bien sûr, quand vous parlez, tout le monde a souri, de financement d'éducation populaire, on ne peut être que d'accord, puisque on a factuellement, on fait le constat d'un recul du financement de l'éducation populaire en général et en ce qui nous concerne en particulier, et des financements sur projet systématiquement et pas sur le fonctionnement global de nos organisations. J'ai trouvé très intéressant que vous parliez du non-recours et de l'invisibilité. Et quand vous évoquez le fait qu'il est nécessaire qu'il y ait des moyens pour l'éducation, derrière, il y a aussi la nécessité, je pense, de favoriser les possibles et de redonner de l'espoir
et comment cette question, vous arrivez à l'aborder. Merci. Bon, j'ai l'impression d'être à l'Assemblée nationale où on prend toutes les questions. Et... Non, je réponds à On les a notées. Alors, on les a notées. ouais, si j'en oublie, hein, vous m'excuserez par avance et puis n'hésitez pas à me les redire. Sur l'enseignement moral et civique, j'ai très concret et très rapide. J'ai été entendu par le Conseil supérieur des programmes de l'éducation nationale il y a 2 mois sur ce thème-là et le harcèlement scolaire, c'est-à-dire comment améliorer le contenu des programmes dans ça. Et ma réponse, elle a été, alors pour le coup, elle a été très éducation populaire, et donc ça les a, je leur dis, mais vous vous rendez compte aujourd'hui que vous enseignez ces 2 matières, le programme phare, oui, le programme phare sur le harcèlement scolaire et le MC dans les classes, sans vous soucier de ce que font les enfants quand ils sortent de la classe. C'est-à-dire que comment on a totalement saucissonné notre école. Ça veut dire que l'école primaire, c'est la mairie, le département au collège, et donc c'est toujours à quelqu'un d'autre de faire. On est un des rares pays, et pourtant ils font un travail formidable, à avoir quasiment un des seuls pays de l'OCDE et d'Europe à avoir des conseillers d'éducation. Dans tous les autres pays, c'est le boulot des profs, de savoir ce qui se passe dans la cour, ce qui se passe au self, ce qui se passe entre la cour et le self, dans les toilettes, etc., etc. Ça veut dire que si vous dites aux enfants qu'il faut travailler l'égalité garçon-fille, mais que vous n'allez pas dans les couloirs voir comment ça se passe, si vous n'allez pas dans les toilettes, zone de non-droit, voir comment ça se passe, c'est-à-dire que si vous ne pensez pas l'école enfin comme un lieu de vie et pas comme un lieu de passage. Donc ça veut dire que votre école est d'abord le théâtre d'expression de ce que vous enseignez. Ça, c'est la première chose. Sur la question internationale. Alors, il y a un mouvement international. Alors, donc, il y a des défenseurs des enfants au niveau du Conseil de l'Europe qui sont réunis dans ce qu'on appelle l'ENOC, le réseau européen, European Network of Ombudsmen for Children, donc le réseau européen des défenseurs des enfants, avec des organisations très différentes. L'Allemagne, c'est par Länder, donc il n'y en a pas ou très peu. Et la France est le plus gros pays. Et l'Italie, après, a un défenseur national. L'Espagne, c'est par région. Au Royaume-Uni, il y en a un au Pays de Galles, en Écosse, etc. On constate tous la même chose, c'est-à-dire effectivement l'effet du réchauffement climatique sur les migrations. Et je vais vous dire quelque chose que disent les ados qui ont beaucoup travaillé. D'ailleurs, c'est le prochain thème de l'année prochaine, l'impact du réchauffement climatique sur les droits de l'enfant. C'est ce qu'on vit actuellement et à la fois les conséquences d'un ultralibéralisme dans notre société qui augmente la pauvreté dans tous les pays de l'OCDE, à tel point même que dans certains pays, c'est le chômage qui baisse, mais la précarité qui augmente, c'est-à-dire la pauvreté. Alors après, il y a des pics, il suffit qu'il y ait une crise majeure et le chômage réaugmente, mais voilà. Et ce que disent, et un début de travail que j'ai mené avec des adolescents qui m'ont dit, ils ont tout de suite compris, eux, le lien entre ultralibéralisme, transport et expérimentation d'animaux sans contrôle, virus, Covid, réchauffement climatique, donc les conséquences, agriculture non contrôlée, etc. Sur le mouvement des populations, par exemple, le GIEC dit qu'en 2021, François Gémen du GIEC dit qu'en 2021, nous avions 9 millions de personnes sur la planète qu'on déménagé, qui sont déplacées pour des raisons de guerre. C'est 30 millions pour des raisons climatiques en 2021. Il annonce en 2050 potentiellement 200 millions. Et il dit pourquoi on ne s'en intéresse pas? Parce que les 4/5 des gens aujourd'hui qui émigrent dans leur propre pays. Ils quittent les côtes parce qu'il n'y a plus de poissons pour aller dans les villes. Ils quittent les zones asséchées pour aller dans les villes parce que la majorité des agriculteurs consomment ce qu'ils mangent, ils ne le vendent pas. Et quand vous avez une sécheresse ou une inondation, enfin plus une sécheresse, eh bien, vous envoyez vos enfants à la ville et vos enfants à la ville se font choper par des traites des êtres humains, des passeurs et arrivent en Europe. Et en Europe, on les considère comme des migrants économiques et pas comme des migrants.
Alors, je ne sais pas comment il faut faire, mais quand je vois l'Espagne, la France qui se battent pour dire tu m'en prends 10, tu m'en prends 20, tu m'en prends 30, c'est des milliers, dizaines de millions. Donc, ce qui crée aussi énormément d'angoisse. Donc ça, c'est une angoisse partagée. L'augmentation de la pauvreté dans tous les pays riches, la précarité. Certains pays ont été plus sécurisés, et c'est qu'une histoire de curseur ou de temps, mais sur les classes moyennes, par exemple. Et puis, il y a des disparités et il y a des choses. Alors, il y a effectivement une sécurité sociale au sens large en France qui est un filet de sécurité. Mais ce qui est très compliqué en France aujourd'hui, c'est la décentralisation. C'est-à-dire que quand je vais dans les autres pays, même en quittant l'Europe, je vais au Canada, 10 provinces, 3 territoires autonomes. L'Allemagne et les Länder, l'Italie et l'Espagne, nous, c'est 101 départements. 101 façons de faire. Des inégalités territoriales très fortes. Personne s'est essayé d'expliquer, alors des millefeuilles entre, enfin, nos concitoyens ne savent pas pourquoi ils votent quand ils vont voter au cantonal. C'est quoi l'émission d'un département? Certains départements en 2020 ont fait leur campagne sur les fonctions régaliennes et la sécurité. Aujourd'hui, vous avez les villes, les communautés de communes, les agglomérations, les territoires, les départements, les régions, etc. Et vous avez une technostructure en France. Vous avez, enfin, on adore, on est technophile en France, on adore notre technocratie. Et ça empêche énormément d'interroger l'innovation de nos institutions et des réformes institutionnelles. C'est ça que je voulais vous dire. En tout cas, sur le plan, en gros, ce que beaucoup de mes collègues défenseurs des enfants, la crainte de défenseurs des enfants aujourd'hui, mais qui n'est pas que la nôtre, c'est la fusion de l'ultralibéralisme et des pensées réactionnaires en matière de pédagogie. C'est le mélange des deux. C'est le mélange des deux. Voilà ce que je voulais vous dire. Sur la méthodologie du rapport annuel, vous dire qu'on travaille, un rapport comme ça, c'est en file active toute l'année. Là, la semaine prochaine, je m'enregistre sur une petite capsule qui va être diffusée à tous les partenaires pour qu'il la montre à tous les enfants, qui va démarrer la consultation 2024. Alors, c'est toujours la difficulté de trouver les mots, puisque il peut y avoir des enfants de 4 ans jusqu'à des ados de 18. Mais bon, impossible, nul n'est tenu. Donc sur les impacts du réchauffement climatique. Enfin, il y aurait énormément de sujets à dire là, sur ça. C'est un travail en file active, donc j'ai des professionnels ou défenseurs des droits qui m'accompagnent sur la consultation, d'autres sur les auditions. J'ai des gens qui font la plume. Et après, on a tout un système de relecture. On est en file active toute l'année. Et moi, je continue de présenter celui-ci, mais je continue de présenter celui de 2020 sur la parole des enfants, celui-ci, je vais le présenter à Besançon mercredi prochain aux équipes académiques de l'éducation nationale. Les enfants participent, comme vous avez pu le voir. Un certain nombre d'entre eux viennent, alors ça va être un vrai sujet, puisque l'amphi du défenseur des droits fait 400 places, mais je suis très heureux parce que les seules fois où on l'a rempli, c'est pour le défenseur des enfants, c'est pour une manifestation enfant. Donc forcément, avec 3800 enfants, alors peut-être que j'aurai Bercy un jour, je ne sais pas, mais on met sur le site du défenseur des droits, un site qui s'appelle Entends-moi, j'ai des droits. On met les vidéos des jeunes qui sont voilà. On écrit à l'issue une lettre de remerciement à tous les jeunes. Les jeunes ont les recommandations et savent les recommandations qui ont été envoyées au ministre, parce qu'à chaque fois on dit envoyer au ministre, etc., aux collectivités territoriales, etc. Donc on essaie de faire en sorte de porter, bien entendu, nous n'avons pas de pouvoir de coercition sur l'État.
Et heureusement, parce que sinon, ce serait. Mais en tout cas, on essaie de faire en sorte que nos recommandations, enfin, de demander à l'État de nous donner une réponse, oui, et des délais sur nos recommandations. Et l'État a des délais pour donner une réponse? Bah non, ça dépend des personnes et non, il n'y a rien d'inscrit. Il y a des pays où il y a ouais, les États répondent en disant oui, ça je ferai, ça va prendre du temps, et ça, j'assume le fait d'être dans des accords avec l'autorité administrative indépendante. Mais dans ces cas-là, ils l'assument publiquement. Il y avait d'autres questions peut-être? Ouais. Et j'ai répondu à peu près? Oui, très bien. Parfait. Alors, une question, et ça sera vraiment la dernière, oui. Micro. Alain Lagru, membre du Conseil fédéral. Je voulais juste vous demander si si le défenseur des droits des enfants ou défenseur des droits ont été consultés sur le SNU et ses objectifs. Et qu'est-ce que vous en avez dit? Ça nous intéresse. Je peux pas vous Je mettre en crois que c'est difficulté. l'ordre du jour des instances fédérales. Ça va alimenter. On n'a pas encore écrit. Alors, on a été reçu par les 2 dernières secrétaires d'État, donc qui vous a pas échappé que disent tout à chaque fois c'est formidable, je vais le faire, et puis savent pas comment le faire. Donc, bah non, puisque elle est. Donc, on a rencontré donc les 2 dernières secrétaires d'État, et dont la secrétaire d'État aujourd'hui qui est porte-parole maintenant du gouvernement. Moi, j'ai attiré l'attention en tant que défenseur des enfants sur la complexité, d'abord sur les programmes scolaires, sur les stages obligatoires. Enfin, il y a énormément de choses compliquées qui se mettent en place aujourd'hui, hein. Je ne sais pas si vous avez, mais sur la question des rémunérations, par exemple, dans les établissements professionnels, les lycées professionnels, qui n'a pas du tout été pensé, ça met à mal. Alors, je dis pas qu'il fallait pas le faire, hein, mais enfin, ça c'est personnel. C'est pas le défenseur des enfants qui le dit, c'est moi en tant qu'individu. Il fallait faire payer les entreprises, hein, et pas l'État, parce que ça contribue à amener une relation économique de clientèle entre les parents, les élèves et les profs, et les parents et les élèves appellent l'école en disant quand est-ce que je suis payé? Les 50 balles par semaine, là. Donc ça, c'est dramatique. Donc toute cette question-là de réformes successives, donc ça arrive à l'école, les difficultés de trouver des stages. Donc nous, on a beaucoup été avec la défenseur sur l'école doit être pensée comme un institut de formation où il faudrait des professionnels dans l'école qui soient là à aider les élèves à chercher des stages, et qu'on arrête de faire des stages de 3e où vous trouvez tous des stages à vos enfants parce que par piston, c'est clairement ça. Et ceux qui n'ont pas de piston, de relation, ils font leur stage au self. C'est quasiment ça. Donc que là, et c'est valable. Et tout ça, on le retrouve pour les formations professionnelles jusqu'en terminale, etc. C'est-à-dire de ne pas penser. En plus, je trouve que pour un établissement scolaire, alors il y en a qui le font, mais ça le mettrait vraiment dans la dimension du territoire avec les entreprises, etc. Forcément, nous, on est très, très attentifs à ce que les enfants restent des enfants, hein, et que effectivement, alors là, c'est un sujet philosophique et juridique que je regarde. Vous savez que depuis la crise sanitaire, alors UNICEF a dit à la sortie de crise sanitaire que pour la première fois en 20 ans, le travail des enfants réaugmentait sur la planète. Mais des pays riches comme les États-Unis le mettent en quelque chose de positif, c'est-à-dire que le travail des enfants aux États-Unis arrive. Donc moi, je ne veux pas que par la question des stages, on détourne cette question du travail des enfants. Je pense qu'on ne peut pas dire à un moment donné, enfin, il n'y a aucun prof qui arrive à faire son programme scolaire, hein, sur une année, hein. Donc il va falloir qu'on fasse des choix. Après, forcément, nous, on pense, enfin, on pense que nous, on a fait des recommandations, enfin, on va en faire on a des jeunes ambassadeurs des droits, nous.
on en a 100, parce que là encore, on ne vient pas se substituer à l'État, on vient lui montrer ce que peut être une politique, qui forme 55 000 élèves par an dans les écoles en France sur la question des droits. Donc nous, forcément, l'approche, elle n'est pas se lever avec le clairon et l'uniforme. Si je peux, voilà. On ne l'a pas encore dit comme ça, on ne l'a pas encore formulé. On est très pessimiste sur la réalisation de voilà. On est beaucoup plus, nous, d'aider l'école à former des jeunes. Mais on voit bien que la citoyenneté, elle est, et la laïcité sont à travailler dans toute une société, pas à faire reporter uniquement sur l'école. Alors, il y a effectivement énormément de peur, et on peut le comprendre, du gouvernement sur la radicalisation, le terrorisme, etc., sur le communautarisme. Mais le SNU, pour nous, enfin, d'un point de vue pédagogique, ça n'a pas tellement de sens. Hein, on va le dire comme ça. Maintenant, ouais, mais moi je suis défenseur des enfants. Donc ça veut dire que c'est pour ça que ça reste. Là, je vous donne plus mon avis parce que nous, on a rencontré aujourd'hui. Ouais, non, mais nous, on a rencontré les 2 derniers ministres pour essayer de comprendre comment ils allaient le mettre en place, quoi. Et déjà, c'est pas clair. Pour tous, pas pour tous, quand on peut, quand on veut. Aujourd'hui, moi, ce que j'observe, c'est que ça va exiger un fric de dingue alors qu'on pourrait le mettre ailleurs, et notamment l'école en a besoin pour faire autre chose. Donc, je suis pas. Non, moi, je préférerais développer le service public de la petite enfance. Nous allons nous arrêter là, mais on va se donner peut-être quelques rendez-vous pour l'année à venir, pour l'année 2024, puisque c'est la période des vœux, mais on va aller au-delà des vœux. Les Francas s'engagent à travailler sur la consultation des enfants pour le prochain rapport, mais vous le saviez déjà. Merci beaucoup. Mais on est content de le faire, on aime ça. Je pense qu'ils vous inviteront, les Francas, l'an prochain pour faire le point sur ce futur rapport 2024. Mais avant, à l'automne, en octobre 2024, du 21 au 24 octobre, si je ne me trompe pas, les Francas, et ça ne sera pas dans un amphithéâtre, parce que ça durera pendant 4 jours, les Francas ont prévu de réunir 650 enfants. Où ça? Où ça? Plutôt du côté du 104. Vous voyez où c'est la salle du 104 dans Paris? Et ils dormiront à proximité et ils visiteront Paris pour le 2e Festival international des droits des enfants et de la citoyenneté. Ce festival, c'est une occasion de réunir des enfants de toute la France, mais aussi des départements d'outre-mer, et d'une 50aine d'enfants venus d'autres pays qui seront avec leurs conjoints, entre guillemets, français, qui seront sur un échange international, en clair, et qui viendront ensemble à Paris. On a déjà fait ça en 2019, on recommence en 2024. Visite de choses dans Paris, des temps d'activité, des choses autour, devinez quoi, des droits de l'enfant. On y mettra des expos d'éducadroit, bien évidemment. Et puis, une des singularités, de ce festival, c'est que les enfants puissent dialoguer avec les adultes et qu'ils préparent ce dialogue avec les adultes et que les adultes ne soient pas les sachants et les enfants les écoutants, mais qu'on puisse positionner le plus possible chacun dans un rôle d'écoute, de pair à pair, comme on dit, comme on peut le dire, je crois, de façon assez imagée. Donc, réservez la journée du 22 et du 23, monsieur le défenseur. Ok. Donc, je vais dire ça, 22 et 23. Alors, je suis invité, alors parce qu'il y a un délégué du défenseur des droits qui est apparemment très investi auprès de vous, Oui. avec les Francas de l'Isère à Grenoble. Oui. Et je suis invité pour une grande manifestation, et donc j'ai dit oui, le 27 novembre, aux Francas de l'Isère.
Et je pense que vous serez invité, vous ou les correspondants Ouais. départementaux, Alors, à d'autres. ouais, mais là, je Et reçois nous, c'est 300 octobre. invitations par an. Donc, Et je sais que c'est difficile de faire de la place dans votre agenda. voilà. Donc, et si vous j'arrive à en souvent. faire 2, c'est bien. 3, ce serait formidable. Mais là, je me suis engagé parce que On vous envoie une invitation donc je officielle vais retenir pour le 22-23 voilà. et je me suis déjà engagé pour le 27 novembre Et c'est super. pour vos collègues de l'Isère. Donc, je suis. Alors après, sur des one-shot, si je suis là dans la région, pourquoi pas, quoi. Mais aujourd'hui, voilà. Mais volontiers. Et puis merci, Merci à parce que, vous. encore une fois, en matière en matière de théorie, je rencontre un certain nombre d'associations qui peuvent faire du périscolaire. Je peux rencontrer les pupilles de l'enseignement public, je peux rencontrer les CMEA, mais dans l'éducation populaire, ceux qui peuvent apporter, et c'est on comprend pourquoi, hein, vu le nombre d'enfants que vous touchez, le plus de contributions à la fois théoriques et pratiques, c'est vous. Donc, j'aurais du mal à faire sans vous si je veux continuer à faire de l'éducation populaire. Et nous, on a besoin de vous pour faire de Voilà. l'éducation populaire. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci.